Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends, le podcast qui vous emmène à la rencontre des personnes qui font vivre la culture comics et la pop culture par leur travail. Vous savez que dans ce format-là, on aime particulièrement aller à la rencontre des créateurs de bande dessinée, et aujourd'hui on va vous parler d'un super-héros bien de chez nous, un super-héros français. Il s'appelle Foxboy. Il a été créé il y a quelques années maintenant par Laurent Lefebvre, artiste qui réside à Rennes et qui a décidé de faire un super-héros breton. Donc vraiment ancré un peu dans une sorte de patrimoine local, on va dire ça. Et c'était un super-héros qui était d'abord paru en 2 tomes chez Delcourt et qui fait un nouveau chemin maintenant au sein des éditions Comics Initiative avec un tome 1 qui était en fait une forme de tome 3 et aussi une réédition des 2 premiers albums, mais qui n'est pas juste de la réédition. Donc voilà, aujourd'hui on va parler à la fois de la création de ce personnage, de son destin éditorial et surtout du processus de remasterisation en fait, tout simplement des albums qui sortent en ce moment chez Comics Initiative. Bien entendu, pour parler de cette bande dessinée, on ne peut que en parler avec l'auteur Laurent Lefebvre. Bienvenue parmi nous. Merci, salut à tous. Ça va? Tu es content de là, parce que là, à l'heure où on enregistre, c'est, je crois que le tome 2 du coup de ton Foxboy, et qui est donc la première de tes remasterisations, vient de sortir. En fait, là, puisqu'on va quand même situer le décor, on est dans une petite chambre intramuros de Saint-Malo. Non, mais ça fait partie du truc, parce que l'album s'ouvre sur une scène où une espèce de kaiju fait en algues géant haut de 50 mètres piétine Saint-Malo intramuros. Donc on est une espèce de mise en abîme là. J'espère que c'est pas prémonitoire. Non, ça se passait en mars 2020, donc on est déjà dans une réalité alternative dans le passé. D'accord. Mais l'album sort demain. Là, on enregistre. On est jeudi 28 octobre, il sort demain, vendredi 29, partout en France. Et donc, nous, on est dans le cadre de Quai des Bulles de Saint-Malo. Et puis, c'est un festival que je fréquente depuis que j'ai 14-15 ans, en fait. Parce que, Rennes-Saint-Malo, pour situer, il y a 3/4 d'heure de route. Ouais. Donc, je fais partie du festival depuis une dizaine d'années maintenant, à faire des expos, que j'y viens dédicacer depuis une quinzaine d'années. Voilà. Très bien, donc Laurent Lefebvre, donc dessinateur passionné de bande dessinée depuis ton plus jeune âge, et donc de super-héros aussi. Tu aimes les super-héros depuis tout petit? Toujours, oui. Je dis souvent, on a un ancien président, celui qui donnait des coups d'épaule nerveusement, qui disait qu'à partir du moment où on est français, on accepte que nos ancêtres sont gaulois. Alors moi, j'en sais rien s'ils étaient gaulois, mais une chose est sûre, en BD, ils sont gaulois, c'est Astérix, c'est Tintin, et viennent de Krypton, c'est Superman et les X-Men et tous les autres. Donc, et bon Dieu, on n'a pas à choisir, je prends les deux. Donc j'ai une bonne part de franco-belge par la bibliothèque municipale, mais la BD que je chéris, que je collectionne et qui me rendait un peu dingue, parce que je crois qu'il n'y a pas un jour où j'étais au collège sans avoir dans mon cartable un Titan, un Strange, un spécial Strange, qui était à peu près la seule manière de lire des comics dans les années 80-90, de la BD de kiosque en clair. Donc le truc qui fait que je n'ai pas lâché la BD après 8-10 ans, Gaston, Lucky Luke, c'est Strange, c'est les comics, c'est les univers partagés, c'est les X-Men, c'est Daredevil, c'était vraiment des modèles moraux comme puis ce truc des univers partagés, c'est un truc de dingue. Je trouvais ça génial que si Daredevil avait un bras dans le plat parce qu'il avait fait un bras de fer avec le tireur, on le voyait avec le bras faible quand il rencontrait Spider-Man, et nous on savait pourquoi. On avait toutes les cartes, ce truc-là était extraordinaire et il n'existait pas en franco-belge. Et c'est ça que je trouvais génial. Tu dirais que c'est le facteur principal de ton attrait pour la bande dessinée de super-héros? C'est le seul truc où vraiment on pouvait parler et échanger, parce qu'il y avait un autre gars d'ailleurs qui habite à Saint-Malo toujours. On était 2 passionnés. Je pense qu'il y a un moment aussi, lire c'est une chose, mais avoir un copain de lecture et se prêter des BD, et t'as le récit complet Marvel, t'as le top BD, le graphic novel. Moi c'est un mot que j'utilisais il y a à la fin des années 80. Aujourd'hui c'est équivalent à grosse pagination, noir et blanc, récit autobiographique ou très personnel, hors code d'un genre, on va dire. Mais pour moi, les éditions Lug à la fin des années 80 mettaient un graphic novel Marvel quand c'était la revanche du monolithe vivant dessiné par Marc Silvestri, écrit par David Michelini, alors qu'on était dans du pur produit Marvel. Disons, c'était du one-shot tout simplement. C'était un récit hors série, hors cadre d'un personnage
particulier. Et ça s'appelait du graphic novel. Alors donc quand j'ai vu tout le monde arriver après, alors j'ai fait du graphic novel, ça me faisait marrer. J'ai dit bah non, c'est Le Surfeur d'argent par Stanley Buscema, c'est des récits comme ça. Pour moi, c'était Doctor Strange Fatalis par Mike Mignola. Ça, c'était un graphic novel pour moi. C'était un truc hors fascicule, floppies, quoi. Et La Passion, ouais, bah, c'est un truc bizarre, quoi. C'est un truc qu'on attrape petit, dont on a honte. Parce que moi, en 89, j'avais honte. Je les cachais, mes Strange, mes Speeday, mes Titans, mes Excalibur d'Alan Davis, parce que moi, je savais que c'était génial. Mais c'est comme des trucs qu'on trouve géniaux et on se dit, je vais être jugé. Puis c'est l'époque des filles. Donc on se dit, elle va me prendre pour un gros naze, quoi. Pas très sportif, vraiment la caricature du type myope, déjà, avec des lunettes. Donc voilà, c'est plus Riyad Satouf, ma jeunesse, que Sauvé par le Gong. D'accord, ouais. Mais pourtant, c'est quelque chose que tu as continué de cultiver. Et à partir de quel moment, alors, Foxboy apparaît dans ton cerveau? À quel moment tu dis, j'ai envie de faire du super-héros à la française? Je sais... Oh, comment dire? J'ai toujours voulu, je crois, dans un coin de ma tête, mais je me le suis jamais dit comme ça. On se dit pas, tiens, je vais faire du comics, parce que pour beaucoup, le comics, c'est américain déjà. C'est une industrie, c'est un contexte, c'est une façon de faire. Voilà, c'est ça. Je sais que je suis pas dans les prix comics. Un copain il m'a dit, ah, dis donc, c'est dommage, j'aurais bien mis ta BD, on est plein à l'aimer, mais c'est pas du comics. Et je me dis, est-ce qu'on disait à Alain Bachung qu'il fait pas du rock'n'roll parce qu'il est français? Enfin, mais bon, c'est pas très grave, hein, mais je me dis, tiens, c'est... Et pourquoi? Je sais que j'ai fait une planche de BD quand j'avais 17 ans. Je crois que la première publiée à 17 ans dans un fanzine qui s'appelait Faille temporelle, tenu par un gars qui est aujourd'hui graphiste à Delcourt, Franck Desbernardi. Et il avait publié une page de BD entre une interview de Jean-Pierre Dionnet et une histoire d'un jeune qui s'appelle Olivier Ledroit, donc qui était encore tout jeune aussi à l'époque, qui avait déjà publié. C'est une bonne présence entre deux jolis noms quand même. Plutôt pas mal. Enfin, moi, c'était déjà des figures un peu... bon voilà, j'étais un peu plus jeune. Métal, je suis trop jeune pour avoir lu ça. Enfin, à l'époque où c'était en kiosque en tout cas. Et bref, cette première page de BD, c'était Batman silencieux, planté sur des brise-lames à Saint-Malo. Donc ces grands piquets, ces grands arbres où on coupe les branches et qu'on plante profondément dans le sable pour briser les vagues, brise-lames. Donc c'était complètement non officiel et pas validé par pas du tout. Non, on fait ça comme ça. Je vais les appeler, je vais leur dire. Voilà, c'est ça. Je sais que j'avais fait ça à la brosse à dents pour projeter l'écume des vagues. Et en fait, c'était Batman qui était scotché. Il était complètement scotché par la mer, absorbé. Il était une sorte de brouillard. Il y avait des effets. Je regardais beaucoup François Bourgeon, qui est un auteur breton qui a fait Les Passagers du Vent, Les Compagnons du Crépuscule, que j'idolâtrais. C'est vraiment le seul auteur, peut-être avec quelques pages de Chris Claremont ou de Miller, dont je connais des pages de dialogue par cœur. Et j'avais vraiment fait ce mélange entre ce dessin des embruns, des brumes de Saint-Malo hyper inspirante. Et je me dis, putain, mais à l'époque, j'étais dingue du Batman par Mignola, Gotham by Gaslight. Ouais. Gotham à la lumière des chandelles. Oui. C'est Brian Augustine et Mick Mignola, c'est ça, ouais. C'était Mignola au scénario, je sais plus, Paul Craig Russell à l'ancrage, et c'était Batman contre Jack l'Éventreur au 19e siècle, quoi. Et déjà, il y avait ce truc, peut-être ce qu'on appelle un peu l'esprit un peu celtique, parce qu'on est très anglo-saxon quand même en Bretagne. Voilà, on a l'Irlande, faire le point avec les éléments, les marais, les embruns, c'est sans convoquer Nolwenn Leroy, mais on a un petit côté, on aime bien faire le point avec les éléments, quoi. Et planter mon Batman qui était là, mais juste qui scotche sur 8-10 pages, 10 angles différents, dans la brume, la silhouette, ce que j'ai toujours trouvé génial, cette forme qu'on peut tous faire. Batman, c'est celui qui peut nous faire croire qu'on sait dessiner, même si on ne sait pas. C'est pas compliqué à faire Batman. Des yeux blancs, triangles. Parapluie noir, ouais, c'est plutôt simple. Oui, enfin, ça dépend quelle version on prend, évidemment. Et donc, ma première BD, peut-être, idée de convoquer les mélanges américains avec du super-héros, c'était peut-être celui-là. Et puis, il y a eu la lecture en 1990, donc j'ai 13 ans, de Spirits of the Earth, Esprit de la Terre, qui était un one-shot, donc un graphic novel, de Spider-Man en Écosse, fait par Charles Vess, qui est plutôt un aquarelliste, fan de Shakespeare, d'ambiance de féerie, de lutin. Donc là, l'ADN breton parle un petit peu pour moi. Et l'idée de voir ce Spider-Man qui a nulle part où accrocher sa toile et qui se tient les coudes tellement il se pèle en costume de Spider-Man dans la lande écossaise,
avec des fantômes qui se mêlent au brouillard, des formes de chasse où on voit des chiens, des meutes de chiens qui suivent un cavalier qui court silencieusement. Ça me rappelait vraiment toutes les terreurs d'enfance passées dans le Morbihan chez mes grands-parents et mes lectures fantastiques. Et là, ça m'interpellait vraiment. Là, je me dis, parce qu'il n'y a rien de plus... si je devais faire du super-héros, je ne suis pas américain, je n'ai pas la culture américaine, je ne suis pas voilà, je suis gros consommateur de séries, de musique, de cinéma américain depuis toujours. Mais moi, imiter les Américains en inventant des taxis jaunes à New York, ville où j'ai jamais foutu les pieds, que je continue presque de fantasmer en fait l'Amérique, ou les Amériques, puisqu'il y en a plein, je me voyais pas, je crois que ça m'est jamais effleuré de le faire. J'aurais trouvé ça ridicule en fait. Avec tout le respect que j'ai pour Photonic, Micros et tout ça, qui eux ont planté, Photonic était planqué à Central Park, je crois, mais il y avait un côté cours des miracles, quoi. C'était presque des bohémiens, ils vivaient sous terre. Il y avait alors que les super-héros regardent en l'air vers les étoiles, c'est Starline, tout ça, c'est cosmique. Et déjà chez Tota, il y avait l'idée qu'il s'enfouissait sous terre, comme le Spirit de Will Eisner qui vit sous sa tombe. Et puis moi, c'est plutôt là-dessus que je vais chercher, c'est le côté terrien, les secrets, les origines des pouvoirs, les mondes parallèles auxquels mon personnage est lié. Les portes se trouvent sous terre. C'est sous terre qu'on trouve, c'est en creusant. C'est le côté détecteur de métaux, on va creuser, fouiller, voyager dans le temps, mais par le sol. Les Américains, eux, c'est la Lune, c'est l'espace. Et ça, c'est mon côté, c'est pas intellectualisé sur le coup. C'est après que je me le dis, bah oui, c'est logique, évidemment. Et c'est pour ça que Micros me parlait beaucoup moins, en fait. Ce côté tout en muscles, on sent que Jean-Yves, il a jamais pris ça vraiment au sérieux, tandis que Siro était vraiment fan de Kirby, de super-héros. Il est rentré à Lug presque adolescent. Donc il avait vu ces BD-là. Et il avait vraiment rêvé avec. Tandis que Mitton était déjà un homme. Et lui, il avait une culture très classique, la Grèce, les statues de dieux grecs. Il adorait John Buscema et le surfeur d'argent. Donc il y avait un côté plus cosmique pour lui. Et moi, je me reconnaissais beaucoup plus chez cet auteur presque timide, qui parle pas, qui est Siro Tota, et dans son personnage avec Tom Pouce, Ziegel et Photonic. Et là, je rentrais dedans. Et je pense que Photonic, Foxboy est vraiment un peu le produit de ça. D'accord, de tout ce qu'on vient de dire là, de Saint-Malo, de mes origines. Ça fait con de dire breton, je suis pas du tout régionaliste, je suis pas du tout là-dedans, my braise, my bro, je suis pas du tout. C'est pas. Non, mais bon, voilà, les Bretons, je sais qu'on peut, comme les Corses ou tout ça, un peu avoir l'image de gens un peu. Très fiers de leur région. Ouais, bah j'aime ma région, mais comment dire, Brassens dit souvent, c'est les cons qui sont fiers d'être nés quelque part. On n'a pas à être fiers, on y est né, quoi. Point, quoi. Voilà. Mais c'est une région relativement accueillante. La plupart des gens qui vivent en Bretagne, ils sont pas forcément nés. On leur fait pas un procès du vrai Breton ou pas. Mais puis j'aime pas ça. Sinon j'aurais fait. On me dit des fois, mais c'est un défenseur de la Bretagne, Foxboy. Bah non, c'est pas. Il a pas le drapeau breton, quoi. Ouais. Nolwenn Leroy défend très bien la Bretagne avec ses chansons à sa manière. Lui, il défend rien et il habite à Rennes, donc il est breton, c'est tout, quoi. Ouais. D'accord. Et alors, comment, à quel moment, en fait, c'est une idée qui se concrétise vraiment et que tu commences à le dessiner, parce que, en plus, la particularité aussi de Foxboy, c'est que tu as aussi publié des histoires dans le langage breton, enfin, du coup, en langue bretonne, ouais. Bah, en fait, c'est là où j'ai pas vraiment choisi. Paotlouane, c'est ça? Alors, ouais, je crois que ça se prononce peau de Louarn, comme peau de lapin, quoi. Okay. Mais ça s'écrit Paotre. Ça fait un peu Piotr, genre Rasputin, Colossus, quoi. Mais ça se dit Pot Louarn. Moi, je suis pas britophone, c'est le mot pour dire. Je l'ai étudié un peu à la fac, mais honnêtement, je tiens pas la route 2 secondes. Hein. Ouais. Je parle mieux allemand et pourtant j'étais nul que breton. D'accord. Mais comme ce qui se passe, c'est qu'en 2010, je publie un premier album, Tom et William, qui est lié parce que il y avait déjà les bases de tout ce qui m'intéresse, cette culture de l'univers partagé. Le royaume. Mes collègues, le royaume, le monde l'idée d'une maison d'édition fictive qui aurait existé en Bretagne, qui s'appelait les éditions Roy. Comme il y a eu les éditions Lug à Lyon, moi j'ai imaginé les éditions Roy à Rennes, parce que Roy, c'est les 3 premières lettres de Roisonne, qui est Rennes en breton. Voilà, j'ai pas pris le nom en latin, Condate, parce que les éditions cons, ça faisait pas terrible. Pour le coup, ouais, non. En fait, c'est des suites de non-choix. On se dit pas, je vais faire Foxboy. On se dit juste, je vais pas faire un personnage avec un drapeau, parce que j'aime pas trop les héros un peu nationalistes, machin. Captain America est intéressant, mais quand c'est Roger Stern ou quelques-uns qui justement prennent le contre-pied.
Et puis je trouve ça un peu ringard, pour être tout à fait franc. Les personnages cocardiers, bleu, blanc, rouge, pardon Thierry Mornay s'il nous écoute, mais c'est pas mon truc, quoi. Ces trucs-là, moi j'aime bien les personnages un peu chamaniques, c'est-à-dire que comme Black Panther, ou même Wolverine, ou même Daredevil, ou Batman, il y a l'idée d'associer un caractère, pourquoi pas une mission, mais avant tout un caractère, des traits de caractère à un animal, et puis un côté indien, en fait, chamanique. Tu vois, quand on dit aigle impérieux, on se dit bah tiens, ça doit être un chef, quoi. Oui, mais en même temps, il a une vue perçante, mais il voit les choses de haut, donc peut-être qu'il est arrogant, peut-être qu'il est supérieur, peut-être qu'il a tout compris, etc. Donc moi j'aimais bien le renard parce que déjà c'est moins fort qu'un loup. Depuis Wolverine, Lobo, machin, enfin Twilight, tout ça. Le loup-garou, on en a soupé, il y en a plein. Je trouve ça très cool en soi, mais ça le rendait presque trop puissant. Tandis qu'un personnage, une sorte de... C'est un peu comme dans Bernie, quand il dit « Ah, t'es copain avec une hyène, tu vois, tu te fais pas emmerder, c'est cool une hyène. » Moi, ma hyène, c'est un animal où tu peux un peu rigoler, un peu te moquer de lui, un peu te dire qu'il n'y a rien de plus français qu'un renard. Finalement, le roman de renard, et que c'est très ancré dans la culture française. Et en même temps... et en plus, en Bretagne, le loup, le renard et la belette. Le renard et la belette, ouais. Mais c'est des Nantais qu'on fait ça. Alors, pardon. Mais excusez-moi. Pour moi, il n'y a pas plus breton que les Nantais. D'accord. La seule fois où j'étais interviewé en breton, c'est à Nantes. Donc... Okay, mais pour le coup... Et puis comme j'avais un personnage un peu identitaire, je voulais pas d'un boy scout à la Peter Parker aussi. Je voulais qu'il soit un peu trouble. Au moment où je l'ai créé en 2014, la reprise Delcourt, le Front National était, le rassemblement, peu importe comment il s'appelle, passait premier parti des jeunes. Et moi, je suis d'une génération touche pas à mon pote, où s'il y avait même un type vaguement à droite au lycée, on se foutait de sa gueule. Enfin, c'était donc l'idée aujourd'hui que que ce soit presque à la mode et que ça passe partout. Et on essaie de comprendre à quel moment ça a merdé, quoi. Ouais. Et donc avoir un personnage qui incarne à la fois la malice, c'est-à-dire le côté malin, avec le mot mal dedans, et qui peut-être fait un chemin vers l'intelligence, c'est-à-dire qui part avec quelque chose d'assez imparfait et qui, sans arriver au Boy Scout, a une espèce de chemin de vie comme Harry Potter à certains moments où il est ado, où il se prend la gueule avec Ron, il se cause plus alors qu'il devrait juste causer un peu, quoi. Et j'aime bien ce côté-là, ado m'intéresse. Ce côté chrysalide, t'es ni la chenille, parce que tu regardes les enfants comme des merdes, t'es ni un adulte, un papillon, parce que tu les regardes, tu détestes les profs, tu détestes tes parents, la seule chose qui compte, c'est tes potes, ton groupe, ton crew. Et cette période-là, mine de rien, m'intéresse, en fait. Presque avant, en fait, vers le 12-13 ans, avant que l'obsession des hormones et machin devienne trop présente. Pour ça que je suis pas très niveau test Bechdel, je pense que je suis pas terrible ou quoi. J'en ai conscience. Mais parce que c'est pas le propos, en fait. Il a beau être un peu plus vieux, je pense beaucoup aux gamins que j'étais à 12 ans en lisant Matt Murdock dans Born Again ou ce genre de BD-là, de cycle-là, quand je fais Foxboy, en fait. Et... comment c'est arrivé concrètement ? Il se trouve qu'il y avait un petit journal depuis 2001, donc il y a 20 ans, qui me commandait de temps en temps des jeux pour leur page jeu, quoi, des labyrinthes, trouve la différence entre les deux dessins, ce genre de choses. C'était quoi ? Pardon ? C'était quelle publication ? C'était Loarnig, justement. Okay. Loarnig, en breton, tout ce qui a IG à la fin en breton, par exemple, Yann, c'est Jean, Yannick, c'est petit Jean. Donc Loarn, c'est renard, Loarnig, c'est petit renard ou renardo. Et donc, ils me disent, tiens, on a une nouvelle formule, est-ce que ça t'intéresserait de faire une page de BD, une page mensuelle ? Et là, on est en 2011. Moi, j'ai fait mon premier album au Lombard, collection signée, plutôt la classe. Enfin, c'est une chouette collection. Pour ceux qui s'intéressent au franco-belge, il y a Air Libre chez Dupuis et il y a signé au Lombard. Donc, je me dis, c'est cool, maintenant, je vais pouvoir arriver avec mes projets comics. J'en avais quelques-uns, ceux qui devaient tout révolutionner. Maintenant, avec un peu de recul, je retombe dessus, je dis que c'était pas si génial que ça. De genre de sous-Dark Knight qui s'assume à peine. Mais aujourd'hui, je dis heureusement que j'ai pas signé, c'était un peu ridicule. Mais bref, je suis infoutu de signer un projet. J'ai 34 ans, j'ai des enfants, je ne peux pas signer un projet à 2, 3, 4 000 euros. Mais quelle que soit la maison d'édition, même un truc qui demande 1 an de boulot à faire le soir, les week-ends, je ne signe rien. C'est quoi, c'est que je fais. T'es refusé du coup ? Ah, c'est refusé ? Ouais, d'accord. Ouais, c'est pas simple de se faire signer. On arrive, là, on essaie de se dire qu'on est la plus belle du bal de promo, mais personne veut danser avec nous. Donc c'est un peu ça en fait. Donc je continue mes petits boulots à côté, un peu de dessin animé, un peu de plein de trucs. Je vous épargne le truc.
Et il y a ce magazine en 2011 qui me dit « Bah tiens, on aurait besoin de toi, peut-être une planche par mois, qu'est-ce que tu peux nous faire ?» Une planche par mois, c'est dur de lancer une histoire. Parce que autant un hebdomadaire type Spirou, tu peux faire 2 pages de Blueberry comme dans Pilote, ou 2 pages de Imbattable, ou quel que soit le récit, autant un mensuel, surtout le comics avec un récit un peu, une narration qui est... Enfin, c'est pas du Blake et Mortimer, quoi. J'aime bien avoir des grandes pages, des splash pages, des trucs visuels, un peu de fun. Et là, une histoire en une page, tu peux rien installer. Donc, je leur dis, OK, par contre, je voudrais pas une page, mais 3. Sinon, j'aurais fait du Boulet Bill ou du Gaston, des gags en une page. Et je ne voulais pas faire ça. Ils m'ont dit, OK, on n'aura peut-être pas les moyens de te payer 3 pages. Donc, je dis, je m'en fous. Au moins, donnez-moi le budget de 2 pages. Et l'idée, c'était que je leur en donnais 3. Et que je pouvais faire 3 pages dans ce petit magazine en breton destiné aux enfants, quand même. On est dans du 8-10 ans, c'est pas très... Et comme ça s'appelait Loarnik, Petit Renard, je me suis dit, tiens, je vais faire une sorte... La première idée était de faire un jeune homme, un garçon, qui faisait des enquêtes, déguisé en renard, puisque c'était Loarnik. Je me dis, je vais faire le héros qui sera la mascotte du journal. Aussi bêtement que ça, quoi. Et donc, le renard, je lui dis, ouais, c'est pas mal comme idée... Et puis très vite, je l'ai vieilli, il a 16 ans, j'ai enlevé sa sœur avec qui il devait dialoguer, je trouvais ça un peu Astrapi, un peu Tom Tom et Nana. Ouais. C'est plus par élimination en fait. On a une contrainte, on a un délai, tous les mois je dois donner 3 pages. Et je me disais, je vais faire des petites aventures qui font 5 mois, 6 mois. Donc 3 x 5, 15, ou 3 x 6, 18, ou 3 x 7, 21, qui s'approche du standard de comics. Je fais ça 1 an, au bout d'1 an, j'ai 36 pages. Je me débrouille. Enfin, un vrai cheval de Troie, quoi. Faire ouais, ton single issues, mais par un moyen détourné. Ah, mais c'est que ça, moi, en fait. J'aime pas j'accepte pas que des gens que j'estime être moins compétents que moi me disent quoi faire, ou plutôt m'empêchent de faire un truc que j'ai envie de faire. Puis c'est pas compétent. Non, c'est-à-dire que t'as pas envie. Ils ont pas envie de mon truc. Voilà, et tant que je leur montre pas, ils pourront pas savoir si c'est bien ou pas techniquement. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, c'était pas bien. Parce que les 36 premières planches, c'est dans un premier recueil qui s'appelait aussi Podloarn, donc Garçon Renard, j'avais gardé ce nom-là. C'est Raphaël Vaquer, donc c'est le premier bouquin de ce qui allait devenir les éditions Black and White, mais qui n'existait pas. C'est le tout premier bouquin. D'accord. On est en 2012, je crois qu'on s'était peut-être croisé par là la première pas fois, encore. Peut-être 1 an ou 2 après. Nous, c'est en 2014. Strasbourg, ouais, voilà. 2014, Strasbourg. Et donc, on fait ce petit fascicule, et moi, je retourne voir Thierry Mornay chez Delcourt, Paul Scortesia qui venait de quitter le Lombard pour fonder les éditions Urban. Donc j'étais dans les bureaux, il n'y avait pas encore de parution, il n'y avait rien, il n'y avait pas eu un truc en kiosque. Et avec ce truc-là à la main, je voyais tout sur la table, je voyais les parutions américaines, je voyais tout ce qu'ils allaient publier, les tout premiers livres et les premiers magazines Urban. Donc c'était cool, j'ai l'impression d'être une petite souris, puisque Urban aura quand même marqué bien son époque quand ils sont arrivés, ça a quand même... ça fait pas génial, mal de bouleversements. Le Rebirth, machin, tout ça. Et donc, moi, je disais, mais même dans votre mensuel, donnez-moi 3 pages par mois. Enfin, juste, comme il y avait Tota dans Speeday avec Photonic ou Miton dans Titan avec Micro, je dis, donnez-moi juste 3 pages. Il n'y a pas un petit encart au lieu de mettre, je sais pas, un courrier de lecteur, des trucs, des machins. Presque gratuitement, je l'aurais fait, quoi. Parce que c'est un kiff de fan aussi. C'est con, hein, mais quand on est fan, on est presque prêt à faire des trucs que personne ferait. Qui bosserait gratuitement, je sais pas, dans la restauration, le danger des métiers passion. Hein, c'est puis on a envie. Enfin voilà, c'est parce qu'on a tous grandi en voyant Stanley Présente, dessiné par truc, puis on a envie, quoi. Et puis il y a le truc, c'est que on se rend pas compte que c'est pas forcément terrible ce qu'on fait, mais on le fait sincèrement. Et donc bref, il y a que Thierry Mornay qui me connaissait un petit peu, qui m'avait croisé. Et puis aussi qui est dans le même délire, puisque le garde républicain, c'est la même démarche, il n'en a pas besoin, il fait vraiment ça parce que ça fait le kiffer. Ça, voilà. Et il m'a dit, ça y est, je peux, avec Guy Delcourt, lui et David Chauvel, chacun avait quelques séries pour une collection qui s'appelait Comics Fabric. Donc il y a eu Kick-Ass, qu'est-ce que je raconte ? Badass, par Chauvel, il y a eu Antonine, il y a eu... Et donc moi, avec Thierry Mornay, il y en a eu 2-3 autres, je ne me souviens plus. On est en 2014, et là, il me dit, par contre, il faut un peu tout reprendre à zéro, parce que bon, on était d'accord que c'était pas terrible, et puis je dis, bah, ça tombe bien, parce que la première version de mon personnage c'était un peu fait dans mon temps libre, on va dire, Foxboy, c'était pas... Voilà. Et donc, je suis reparti à zéro. Il y a eu cette idée de le rendre un peu moins lisse, de le rendre un peu plus identitaire, de faire des chapitres de 22 pages. Alors que Thierry me disait, mais pourquoi faire ? Tu as 100 pages, fais 100 pages.
Mais non, pour moi, c'est comme une série télé. Il faut que tous les 3/4 d'heure, tu as un cliffhanger, un générique, tu reprends, et ça fait partie du truc, quoi. Ouais, puis faire comme si ça avait été publié en single issues mais avant. ça me fait, voilà. Mais à la limite, c'est couillon. Mais le côté américain, parce que j'aime beaucoup Eisner, qui a théorisé qu'on est un rêveur et un pragmatique. On est un rêveur, on est un artiste, on fait avancer le médium, on pense la BD comme quelque chose dont on n'a pas vu 1% des potentiels. À l'époque, il était le seul à le dire dans les années 40. Et puis on connaît le parcours du bonhomme. Et en même temps, il y a ce côté pragmatique qui est on est des hommes d'affaires. On doit garder les droits de nos séries pour les protéger, pour être de meilleurs artistes. Ça va ensemble, en fait. Et moi, j'ai toujours admiré ça parce que le type il a pris sous son aile une tonne de gens. Il a fait le fameux shop talk où il va discuter boutique pour partager des échanges riches où normalement les lecteurs n'ont pas accès quand il discute avec Joe Kubert, Jack Kirby, Neil Adams, Lou Fine, C.C. Beck et plein d'autres. Harvey Kurtzman, enfin, je sais plus qui, il y en a plein. Et je me dis, ce mec-là, c'est mon modèle, quoi. C'est comme Eastwood au cinéma. Il tourne, il part de modèle, Don Siegel, Sergio Leone. Et puis il va faire son cinéma, et puis il veut une boîte de production pour être indépendant, il appelle ça Malpasso, le faux pas. Et puis il dit, on bosse mieux à 4 sur des marches en bois avec un pack de 6, un carnet et un crayon. Puis moi, c'est ça la BD pour moi. N'importe qui peut prendre une feuille de papier, un crayon, la limite est la passion et la patience, l'imagination. Tandis que le cinéma, il faut du matos, il faut des copains, il faut un scénar, il faut se réunir, la musique, il faut acheter des instruments. La BD, c'est démocratique. Qu'on fasse courir un chat après une souris ou détruire Néo-Tokyo par une bombe atomique, c'est le même budget. C'est de l'encre sur du papier. Et on rencontre plein de gens, on peut raconter des histoires, on peut diviser le travail comme les Américains font. Oh, ça me fait chier d'ancrer. J'ai déjà tout dessiné, j'ai pas envie de le refaire. Ben vas-y, pète, moi je le fais, je sais pas dessiner. Par contre, j'aime bien en écoutant de la musique, ancrer, j'aime bien. Et on peut se réunir et il y a une espèce d'idée de collectif dans le comics qui me plaît vachement. Au lieu de passer 1 an à faire un album, voire 2 fois 3. Mais t'as pas délégué sur non, ton premier Foxboy. Mais moi, j'adore chaque Delcourt, étape, c'est ça le truc. C'est que j'ai appris à bâcler chaque étape pour laisser de la marge de manœuvre au suivant. En gros, si tout est décidé comme un architecte dès le début, tu deviens un exécutant quand tu deviens le maçon ou plaquiste. Pour moi, il faut faire un plan flou qui permet de greffer une nouvelle idée quand tu passes au crayonné, qui permet d'ajouter une autre idée quand tu passes à l'ancrage, qui permet d'en affiner ou réduire le tempo ou pousser le volume quand tu passes à la couleur, puisque c'est comme la musique du film, de changer les dialogues, parce que je mets des bulles à part, je mets les dialogues à part sur des calques séparés qui permettent de supprimer des bulles, d'en rajouter, de retourner une case en miroir, de flopper. C'est le montage en fait au cinéma. Tu choisis à quel moment, comme Tarantino, tu vas incruster une séquence. Est-ce que tu commences dans le McDo avec Tim Ross au début, sachant qu'après tu vois que Bruce Willis est au chiottes avec Travolta alors que tu sais qu'il l'a buté avant, c'est Pulp Fiction. Ben, tu peux faire ça, mais quand tu fais tout, quand tu n'es pas scénariste, et ceux que j'adore, moi, de Alan Davis, John Byrne, Frank Miller, David Mazzucchelli, j'aimerais citer des gens un peu plus... Frank Quitely, il n'a pas beaucoup dessiné tout seul, mais c'est presque une exception, mais... Ces types-là ont une vision complète. Bah, Jack Kirby, il y en a plein. C'est-à-dire, toujours à un moment, ils ont scénarisé et dessiné. Pareil en franco-belge, je parlais de Bourgeon, je pourrais dire Herman, Franquin. J'aime quand il y a une espèce de vision complète et aboutie, même s'il y a des duos d'enfer. Mais j'aime ceux que j'aime vraiment le plus, c'est ceux qui ont eu l'idée d'une histoire et de la dessiner. Ou des fois, c'est même gratuit. Il y a une idée de je veux voir mon personnage sur les brise-lames à Saint-Malo. Parce que je l'ai fait après mon Batman, 20 ans après. Et on le voit, c'est l'ouverture du tome précédent, du tome 1 de Foxboy, une nouvelle volume 2, comme on dit. Et ben on le voit courir sur les brise-lames à Saint-Malo. Je n'avais aucune idée d'histoire quand j'ai fait ça en 2013. C'est avec ça que j'ai vendu ma série à Delcourt. C'est sur ces planches-là qu'il a signé Delcourt, qu'il a signé Foxboy en 2013. Elles ont été publiées pour la première fois en 2020 chez Michael Jérôme, parce que c'était pas le moment. Je dis, c'est une espèce d'image que j'ai eue en tête, un plan que je veux faire. Je le vois, ce plan. Je vois les couleurs, je vois l'ambiance, je vois le truc. Mais je sais pas à quel moment il s'inscrit dans l'histoire. Et je sais qu'à un moment, il va sortir, parce que le personnage lui-même va me le souffler à quel moment. Mais un personnage qui, au début, est un super-héros, sans pouvoir, à Rennes, je ne peux pas le mettre à Saint-Malo face à une créature gigantesque, parce que tout ça était déjà dessiné. Les 10 premières pages, je savais que le personnage, une sorte de Godzilla fait d'algues géants d'OGM modifié, j'avais cette idée-là depuis 2011.
Je l'avais commencé en 2011, cette histoire-là. Je l'ai montré à Guy Delcourt en 2013. Elle s'est retrouvée en album en 2020. C'était pas le moment. Voilà. Et c'est ce que j'aime aussi chez Tarantino, des gens comme ça, c'est qu'il y a un côté instinct. On bosse pas comme des pros. Les pros, ils font un pitch, un synopsis, ils développent en scénario, ils font un séquencier. Séquence 1, extérieur nuit, Saint-Malo, le personnage saute. Séquence 2, intérieur, le personnage est... Et il déroule, et le dessinateur la traduit en séquence dessinée, l'encre, la colorise, on l'imprime, terminé. Et en fait, je m'emmerde quand je fais ça. Donc, non seulement j'improvise totalement des séquences, des fois des trucs se greffent qui sont impromptus, mais je sens qu'il y a un intérêt potentiel à le faire, qui va être révélé ou pas. Des fois, ça marche pas. Je le mets de côté. Des fois, je fais 10 pages qui dorment depuis des années, un début d'histoire en Roumanie ou machin. J'en ai plein. J'en ai plusieurs. C'est mis de côté. Ça servira peut-être un jour ou pas. Mais quand je construis l'histoire de mon personnage, où il va aller, ce qu'il fait, moi, je sais ces bouts d'histoire-là. Comme on sait des choses du passé d'un personnage d'un film avant que le film commence. Et quand on le fait tourner, c'est fort de tout ça qu'on l'anime, qu'on le fait marcher, qu'on le fait réagir. Et on sait qu'à un moment, ça va peut-être trouver sa place, mais ça va pas sortir comme le clone de Peter Parker ou le coup du jumeau diabolique qui n'était pas lui, ou enfin tous ces trucs sortis du chapeau. Moi, je les connais, ces trucs-là. Et c'est ça qui rend passionnant chaque matin de se lever. C'est de se dire, ah putain, j'ai hâte d'être au tome 5, parce que normalement, c'est au tome 5 que je sors ci ou que je sors ça. Et c'est vraiment ça qui me motive au jour le jour. C'est-à-dire qu'il y a des choses dont tu parles aujourd'hui ou que tu as dans ta tête aujourd'hui qui sortiront dans un album potentiellement en 2032. Bah, j'espère avant, mais l'idée, c'est un peu ça. Ouais. Il y a vraiment des trucs, oui, qui sont là depuis longtemps et que j'ai tellement hâte de me dire... En fait, j'espère juste que les gens vont survivre aux 1, 2, 3 premiers tomes en disant « Ouais, j'ai vu, c'est un peu du Soudard de Ville, je sais pas, du truc français. » J'ai dit « Putain, j'espère qu'ils vont... » Tenir parce que c'est après que... Mais il faut le temps. Tous ces films où un type a des pouvoirs et à l'autre bout de la ville, une demi-heure après, quand il s'est fait un costume, un autre a des envies de gouverner le monde alors que ses pouvoirs sont inverses et complémentaires et un peu plus forts. Bon, bah on l'a vu un peu plein de fois, quoi. Ouais. Moi, on me disait dès le début, mais alors c'est dommage, il a pas de Némésis. Je dis, bah non, justement, puisqu'on arrive après un truc que les Américains ont fait 10 000 fois. J'ai juste risqué un peu que la Némésis, en fait, c'est lui. Moi, j'aime bien l'idée que c'est lui, en fait. Ouais, c'est parce qu'il fait de la merde et que ça... Qui est un peu un con, quand même. Il y a plein de fois, je me dis, moi, je pense que j'aurais pas été pote avec ce mec-là, mais il lui arrive tellement de trucs qu'on se dit, allez, Parce que dans ce premier tome, justement, tu lui faisais quand même une forme d'origin story, donc avec donc ce personnage qui s'appelle Paul Salcedo, voilà, qui est un lycéen un peu... comment dire, qui aime bien se moquer de certains de ses camarades. Aujourd'hui, on parlerait de harcèlement et de racisme. On poserait beaucoup plus clairement les choses que moi, j'ai beaucoup repensé à mon époque au lycée, où des trucs où on se dit, je suis content de ne pas avoir fait partie de cette meute-là, mais est-ce que je me rendais compte qu'il y a des gens qui vivaient un enfer au collège? Enfin, moi, je sais pas. Moi aussi, je me pose. Moi, en plus, enfin, après de cette personne, moi, j'étais dans les deux camps. En fait, j'étais dans les harcelés. On va dire, si on devait caricaturer en deux groupes, les souffres-douleurs et les harceleurs, moi, je suis passé dans l'un et dans l'autre, quoi. Donc, c'est un peu comme ça que je vois Paul, moi, en fait. Il a une nana qui l'aime bien. On ne sait pas trop pourquoi. Donc, moi, j'imagine qu'elle l'a connu avant. Parce qu'il y a tous un moment où on se dit, putain, t'as vu, il a vachement changé. Ou, je sais pas, il y a des moments... Bon, bref, voilà. Je voulais ce type de personnage-là. C'est ce que Thierry Mornay et la version Delcourt avaient déjà permis de mettre en place en 2014 et 2016 pour ce qui était avant les tomes 1 et 2. Je mets aussi au crédit de Thierry Mornay de me dire que Le Garçon Renard, c'était pas terrible. 4 syllabes, ça claque pas. Foxboy, c'est Thierry Mornay qui me l'a soufflé. D'accord, ouais. Clairement. Et super idée, quoi. 2 syllabes, 2 O. Graphiquement, c'est assez sympa à mettre en place. 2 fois 3 lettres, tout ça. C'était évident, mais c'est Thierry qui me l'a soufflé. Parce que t'es parti sur Le Garçon Renard. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ouais, moi, c'est tout. Ça aurait été plus compliqué, je pense. En fait, je voulais pas la facilité. Moi, je me disais, après tout, Batman, moi, quand j'étais petit, c'était l'araignée que je regardais à la télé. Le dessin animé, c'était l'araignée. Oui, c'est sûr. L'araignée. C'était traduit. Dans Strange, c'est l'homme araignée. C'est pas Spider-Man.
c'est quand la série de McFarlane en 91 ou peut-être 92, 91, quand c'était traduit en français, où ils ont vraiment mis Spider-Man. Comme après, on est revenu à Wolverine. Les vieux comme moi, on dit Serval, encore Serval entre nous. Enfin, ça en devient une boutade. On dit Wolverine aussi, hein, parce qu'on achetait déjà de la VO à l'époque. Mais c'est une boutade, comme Tornade au lieu de Storm, etc. Quoi. Encore qu'il y a des noms dans les traductions aujourd'hui qui Fatalis, restent, c'est assez génial quand même. Fatalis, je sais pas si on dit Docteur Doom chez... Je crois qu'ils disent Fatalis. Non, je crois que Fatalis c'est toujours chez Panini. Il y a quelques... C'est bizarre, hein. Ouais. Ça évolue. Nightcrawler ou Diablo, hein, je pense que c'est Diablo aussi. Ouais, je suis plus très... Diablo, c'est pratique, ça prend moins de lettres à écrire. Mais même aussi. Tornade, je suis presque sûr que Tornade est peut-être encore utilisé en VF. Il y a certains dans les qui ont Dans les films, ils disent Wolverine et Tornade. Ouais. Pour ce que j'en sais. Ah ouais, non, tu vois, mais il y a certains noms effectivement qui sont restés. Mais après, l'idée, en fait, moi, il y avait un côté, c'est que je suis adulte, je suis là, qu'on doit faire un peu comme les Québécois, ils font pas du shopping, ils font du magasinage. Donc je me dis, tiens, il y a le côté, c'est bien aussi, qu'il y a un petit peu une forme de nous les auteurs, on doit un peu montrer comme autrice, par exemple, qu'il y a un mot dans lequel j'avais du mal et que j'utilise beaucoup, et on est assez content d'ailleurs, parce que là, je tâtonne avec mes badges j'ai la double casquette d'auteur et d'organisateur du festival, et puis voilà, on se dit non, on va mettre auteur, autrice. Voilà, donc il faut être un peu volontaire dans les noms. J'avais cette idée de garder le garçon renard. Et puis c'était idiot, commercialement c'était idiot, il y a un moment ça compte aussi dans la balance. Puis je me suis dit, mon personnage, il a 16-17 ans au début. Quand on a un groupe de rock, est-ce qu'on s'appelle les Banging Heads ou les Têtes Remuantes ? Je dis à un moment, il faut être logique, quoi. Lui, il veut s'appeler Foxboy, il regarde des séries sur Netflix, il joue, c'est un gamer. Oui, évidemment qu'il veut qu'on l'appelle Foxboy, quoi. Que les médias l'appellent le garçon renard ou le jeune inconscient qui prend des risques. Mais lui, il est là, putain, Foxboy, merde, Foxboy, il tient, c'est sa marque de fabrique. Donc, quelque part, c'était cohérent avec le personnage. Parce que lui, c'est un ado, quoi. C'était compliqué de lui trouver un costume ? Ça fait quand même partie de l'étape essentielle de tout super-héros. En fait, pas du tout, parce que pour moi, c'est pas moi qui crée son costume. C'est que je dois dessiner le costume qu'un ado s'imaginerait. C'est ce qui me gêne aussi dans les Spider-Man de Sam Raimi, mais comme des suivants, à part l'astuce qu'ils ont trouvée avec Tony Stark qui fait son costume, mais on casse un truc de la mythologie que Spider-Man coud lui-même son costume. Sauf que ce qui marche avec de l'encre sur du papier fonctionne mal au cinéma. C'est-à-dire faire bouger légèrement la forme des yeux pour montrer l'expression, la peur, l'étonnement, la circonspection. Ça marche quand c'est Steve Ditko ou John Romita, ou même McFarlane qui le dessine. Mais quand tu le fais au cinéma, que Peter Parker se couse, je sais pas comment on conjugue, enfin bref, fait son costume lui-même, et que ça ressemble à un truc de la NASA, parce que fait par des designers de chez Marvel, il y a un truc qui marche pas. Donc pour moi, le problème n'était pas de comment moi j'allais trouver le costume le plus cool du monde, c'était que pour moi, ce type-là allait ouvrir les BD que lui lisait pour mélanger en gros les codes des mecs les plus cools. Batman, Daredevil, et comme il est un peu kitsch dans ses lectures, puisqu'il lit les fameuses éditions Roy, donc j'avais un peu inventé pour la BD d'avant, il y a même les manchons en fourrure qu'avait Dent de Sabre dans les années 70-80, qui donnent un petit côté disco. Il y avait plein de trucs d'un peu mauvais goût. Il a un peu de mauvais goût. Enfin, c'est le Daredevil du pauvre. Mais finalement, faire du super-héros en France, je pense qu'il faut absolument assumer ça. C'est qu'on est les petits frères. Le renard, c'est le petit frère du loup. Être breton, c'est le petit frère des super-héros parisiens. Et être français quand on fait du super-héros, c'est de toute façon, malgré le bouquin de Xavier Fournier, malgré tout cet héritage. Tout l'historique, ouais. Voilà. Malgré tout ça, on en a beaucoup parlé avec Xavier, mais j'ai envie de dire, ok, on peut sortir Judex, Fantomas, le feuilleton et tout ça, mais l'univers partagé, bordel, c'est les Américains. Ouais. C'est quand même eux. Et moi, j'ai pas grandi en lisant Judex ou L'œil de la nuit ou que sais-je. J'ai lu Gene Colan, Stan Lee, Claremont, McFarlane et tous les autres. Donc c'est eux qui m'ont construit. Donc je réécris pas l'histoire. Et donc mon personnage, clairement, c'est de ça dont il se réclame. Et puis... autre rapport vachement important, c'est une BD que je lisais enfant, une BD anglaise qui s'appelait L'homme léopard. The Leopard from Lime Street. C'était le léopard de la rue du Citron. Littéralement, c'est imaginer un film de Ken Loach, Billy Elliot, qui rencontre Spider-Man. C'est Billy Farmer, au lieu de Peter Parker, qui est griffé par un léopard radioactif alors qu'il est en visite avec sa classe au zoo. Et il développe des pouvoirs de léopard, donc avec des sens hyper aiguisés, dont une sorte de
Leopard Sense qui fait des éclairs autour de sa tête et qui l'avertissent d'un danger. Et pour gagner... C'est du plagiat à ce niveau-là quand même. Attends, c'est pas fini. Il est orphelin et il vit chez sa tante. Et il y a un oncle aussi. L'oncle est pas mort, c'est un gros moustachu bedonnant, tout droit sorti d'une caricature de Cabu, les beaufs comme il dessinait. Et ce gamin-là, pour aider sa tante à payer les factures, prend des photos de l'homme léopard qu'il revend au mec qui tient un journal local et qui mène une campagne de dénigrement contre l'homme léopard. Et je lisais ça dans mes fameux petits formats qu'on donnait modèle à mes éditions Roy, donc l'ancêtre des mangas, en fait, de la BD populaire, petit format, noir et blanc, mal imprimé, avec des hommes en slip léopard dans la jungle, des Hakim, des trucs comme ça, Zambla, Black le Rock. Et à la fin d'une de ces BD, il y avait beaucoup de BD anglaises, beaucoup de choses que Laurent Lerner de Delirium réédite. Moi, je les lisais, La guerre de Charlie, tout ça, dans ces petits formats-là. Ok. Et dedans, donc, il y avait cette série, L'Homme Léopard, une série purement des années 80, qui est vraiment la magie du plagiat dans le super-héros. C'est que quand on lisait L'Homme Léopard, malgré tout ce que j'ai dit, on ne pensait plus du tout à Spider-Man. Mais du tout. C'était des petites rues. Ça ressemblait beaucoup plus à la petite commune dans laquelle moi j'avais grandi, à côté de Rennes, en périphérie de Rennes. Et quand je m'imaginais un peu comme un Daredevil ou un Spider-Man, parce que moi ça a toujours été les personnages qui m'intéressaient, parce qu'il y en a qui faisaient des blagues, et puis l'autre, Daredevil, parce qu'il avait la classe, et puis quand il était radié du barreau, il allait défendre les prostituées, les camés et les machins, et je trouvais ça... période Anno Santi, absolument. C'est formidable. Je trouvais ça mais juste dingue, quoi. Et je le lis à mon fils de 9 ans, en fait. En ce moment, je lui lis les Daredevil d'Anno Santi qu'il adore. Il est très écolo, tout le rôle des femmes, objets, machin, tout ça, c'est juste, mais visionnaire, quoi. Et donc, où j'en étais, l'homme léopard, ce truc anglais, je vais même vous donner un scoop, en fait, c'est qu'il y a l'éditeur de Rébellion, Angoulême, m'a vu il y a 2 ans, marchait sur des œufs en me demandant si je connaissais l'homme léopard, parce qu'il disait putain, ça ressemble tellement le costume. Puisque l'homme léopard était un ersatz de Spider-Man, moi je me suis dit que mon personnage prendrait forcément un costume qui ressemblerait à du Batman, à du Daredevil. C'est pas un dessinateur, c'est un gamin qui a des super pouvoirs et qui doit se faire un costume. Il devait ressembler à un personnage. Je ne pouvais pas réellement copier Daredevil ou Batman pour des raisons évidentes avec Marvel et DC. Par contre, ce héros qui était plus publié depuis 30 ans, et que moi j'avais adoré, qui sautait de gouttière en gouttière sur des petites maisons anglaises en briques, qu'affrontait une espèce de type qui est cambrioleur, déguisé en chauve-souris, qui était un homme monstre dans un cirque ambulant qui passait dans son quartier. C'était vraiment presque du Spirou, les histoires, en fait. Tellement c'était local. Et ce côté très local, super-héros, copié des Américains, mais je trouvais ça génial déjà parce que je l'avais adoré gamin et que je m'identifiais vraiment à l'homme léopard pour le coup, et que le héros devait avoir peut-être 13 ans à tout casser. Il était beaucoup plus jeune, c'était pré-ado, et donc le costume de Foxboy ressemble beaucoup à l'homme léopard. Et la petite parenthèse scoop que je voulais dire, c'est que quand Keith Richardson de Rebellion nous a rencontrés avec Mickaël il y a 2 ans, il a pris un Foxboy, on a papoté, je dis bien sûr que je connais, évidemment, mais c'est même une forme d'hommage pour ceux qui reconnaîtront, comme d'autres me disent c'est un plagiat de Daredevil, ou d'autres me disent c'est une copie de Wolverine sous certains angles. Je dis mais tout ça je prends, parce que c'est la somme de tout ça. En plus, c'est les vigilantes dans les quartiers. Moi, il est à Rennes comme Daredevil est à Hell's Kitchen. J'adore le côté travailleur local et social, ça me parle. Je suis pas très Starlin, c'est pas ma première cam, on va dire. Moi, c'est Nocenti, Miller, c'est plus cette cam-là, quoi. Et les X-Men dans une très large mesure, pour le côté international à la Star Trek. Et donc, il m'a dit, on va relancer une formule de l'homme léopard avec un type qui s'appelle Simon Furman, l'homme fourrure. Enfin, c'est un nom prédestiné. Et donc là, en fait, en kiosque, depuis 15 jours, en Angleterre, il y a les nouvelles aventures de l'homme léopard et c'est moi qui les dessine. Ah, voilà. Ok, d'accord. Et il y a 11 numéros qui vont se faire. Là, je suis sur l'épisode 2. C'est des petits épisodes de 6 pages, très denses, beaucoup de cases. Et je bosse avec un scénariste, je fais mes couleurs, tout ça, pour le marché anglais. Trop bien. Okay. Donc pour moi, c'est un peu génial parce que quelque part, l'homme léopard m'a amené à Foxboy comme Spider-Man ou les X-Men. Et aujourd'hui, puisque ça y est, c'est relancé, je n'ai pas eu l'occasion de le dire, donc c'est pour vous, je n'ai rien montré. Que je fais ça aussi un peu à côté parce que ça me prend pas trop de temps, mais je pouvais vraiment pas refuser, quoi. C'était pas possible de dire non à ce truc là, quoi. D'accord.
J'étais plus ta question. Non, mais t'inquiète pas, c'est entretien fleuve, mais c'est le principe. Du côté des non, cousus, mais t'inquiète, mais c'est aussi le principe des Super Friends en général, c'est très fleuve et on vogue au fil des paroles des invités. Et parfois, moi, je donne juste un coup de rame pour recadrer la barque. Voilà, exactement. Tu vois, mais moi, ça me plaît de juste voguer. Et comme ça, on découvre effectivement le fait que tu dessines aussi maintenant chez Rébellion. Un autre point encore aussi dans ce tome à l'époque, dans l'édition de Delcourt, donc c'est que tu introduis aussi avec l'obtention des pouvoirs de Foxboy, donc ça n'est quand même une forme de vilain, en tout cas de personnage très énigmatique. Donc, une sorte de Baron Mordo, on est entre Docteur Strange côté obscur et le Baron Mordo. Et qui s'appelle Dotki. Dotki, l'anagramme de Ditko. Alan Davis l'a fait plein de fois, il y a eu du Octi, du Ctido, plusieurs fois je crois dans, comment ça s'appelle, Clandestine, enfin plusieurs fois on voit des anagrammes de Ditko aussi chez lui, qui est un peu une sorte de mage noir. J'aimais bien les Dracula de Gene Colan et Marv Wolfman. C'est vraiment les petites histoires à la fin des albums Aredit, donc qui étaient souvent du vieux Marvel, des histoires fantastiques de Ditko telles que Néophélis a réédité, des trucs désuets en 4-5 pages, mais quand on a 8 ans, moi ça me flippait, et il y a quelques histoires comme ça qui m'ont donné directement l'idée de la rencontre, l'idée d'un gamin myope qui confond l'occultiste et l'oculiste. En fuyant des gamins, il distingue dans le brouillard du myope, parce que moi je suis myope, c'est-à-dire que plus c'est loin, plus c'est flou. Donc confondre des lettres dans une fête foraine, qui est un lieu magique aussi pour moi. Gamin, ces trucs où on tourne avec une pièce de monnaie et clac, on a une petite boîte en carton et dedans il y a un squelette phosphorescent. Et puis ces trains fantômes avec des peintures de Frazetta fait à la bombe, qui mélangent le kitsch et le fascinant. J'ai vraiment des souvenirs d'odeur de barbe à papa, de bruit des machines où les ados jouent à qui est le plus fort en donnant des coups de poing pour faire sonner. Ces ambiances-là, je les ai toujours vues comme des épisodes de Twilight Zone où il y avait... J'arrivais pas à croire qu'en revenant après, que la fête foraine avait disparu, qu'il y avait juste du goudron. Pour moi, il y avait forcément une porte vers un ailleurs. Puis les forains avaient un côté gitan qui manipulait les forces occultes, les sorcières. Donc il y a un truc très profond, gamin, fasciné. Peut-être parce que j'avais vu en noir et blanc le tout premier film de loup-garou avec Lon Chaney. Et c'est une vieille gitane qui lui donne ses pouvoirs en le griffant. Enfin, c'est un thème, c'est un espèce de cliché qui va aussi avec des clichés racistes, évidemment, comme La peau sur les os de Stephen King. Où il y a plein d'histoires comme ça avec le gitan qui donne le mauvais œil. Et puis, c'est des trucs qui remontent. Et puis, ça passe parce que moi, j'appuie mes clichés sur... Je les assume plus facilement parce que je les fais sortir des vieilles BD. Donc ça permet de mettre un écran entre moi, mes histoires, et celles qui viennent de la porosité de ces mondes où il y a des clichés. Voilà, le cliché à la Tarzan, c'est quand même un cliché colonialiste de dingue. Quand on y pense, l'homme blanc qui vient expliquer... les autres, ils sont au stade préhistorique. Même Rahan, il y a un côté hyper progressiste, mais c'est le seul blond et les autres ressemblent à des singes. Il leur explique la vie et en gros, c'est le seul blanc et eux, non. Ou pas. Donc voilà. Donc on s'extrait des codes dans lesquels nous-mêmes on a grandi et on prend un peu conscience de ça, sans verser dans le moralisme et tout ça. Mais je trouve aussi intéressant de traiter ça des clichés de la BD dont moi-même je viens, et j'essaie d'avoir un peu par mon personnage d'avancer avec ça. Et Dotki, cette espèce d'ennemi bizarre, type dont on se méfie, c'est un peu l'homme à la cigarette dans X-Files. Ouais. C'est des types qui sont parfois alliés, parfois on se méfie, parfois un supérieur, comme Skinner, c'était leur supérieur, un type chauve avec des lunettes, qui des fois les couvre, des fois les limite dans leur... Et c'est de plus en plus comme ça que je l'entrevois, parce que toujours, pour reprendre un peu Esner, qui dit que dans la vie, l'ennemi, c'est pas l'autre. Des fois, c'est soi-même, des fois, c'est la fatalité qui a rendu les gens... amer, aigri, c'est Magneto qui a des raisons de basculer de l'autre côté, mais qui, tel un Malcolm X, se rapproche de Xavier, etc. Ça, c'est intéressant. Et puis, voilà, en fait, je reprends plein de trucs qui ont fonctionné sur moi en tant que lecteur, et sans vouloir me dire que je fais pareil, je sais que je ne vais pas faire des trucs qui, pour moi, marchent pas et qui sont plus de notre époque, en fait. Ouais. La Némésis à 2 balles, le truc binaire, le machin. Moi, en tant que lecteur, non, quoi. Ça t'emmerde. Voilà, donc je vais pas m'emmerder à le faire et donc emmerder des gens à le lire, quoi. Okay, tu te rappelles un petit peu de la réception que tu avais eue quand le premier tome est sorti en 2014, du coup. Je me rappelle de
Paul Giner, qui est un journaliste Ouais. de Casemate, que je crois qu'a grandi, qui a tout un parcours avec les Chevaliers du Zodiaque, tout ça. Donc, de tous ces gens, en fait, qui se reconnaissent, qui disent « Ah ouais, mais moi aussi, en fait, j'ai lu des trucs comme toi, ou Strange. » Et puis, il y a un moment, on se reconnaît aussi. Parce que pendant longtemps... Déjà, vous dites Serval, hein, donc... Oui, mais comment dire, pendant des années, quand je venais à Quai des Bulles, la première fois où je suis venu, c'est tout con, je devais avoir 15 ans, je me disais, comme c'est un festival de BD à Saint-Malo, il y a peut-être des mecs comme Simon Bisley, Alan Davis ou Alan Moore qui vont être là. Je parle de ça en 92 ou 13 en me disant, je sais pas, ils ont le bateau à côté, donc s'il y a des mecs qui viennent de Toulouse dessiner, donc c'était aussi naïf que ça dans ma tête. Puis je suis arrivé, j'ai vu qu'en fait, les stars, c'était Petit Luc, Loisel, Marjorin, pas de problème, hein, j'allais leur demander des dessins. Et faut y aller, oui. Voilà. Mais après, je dis, mais non, en fait, s'il y a des tiroirs, moi, c'est pas de la BD que je lis, c'est des trucs en kiosque. Donc, j'ai intériorisé, comme certains intériorisent une classe sociale ou j'en sais rien, que ce que je lisais n'avait pas forcément sa place ici. Mais à l'époque, il y avait encore des vendeurs de comics VO, les Rêveurs de Rune à Angers. Il y avait des trading cards. Et j'étais déjà cinglé de Bernie Wrightson, Frazetta, Jeff Jones, en tant qu'illustrateur et auteur BD indépendant. Des mecs qui avaient bossé pour les grandes boîtes, les Big Two, et qui déjà avaient des goûts très gothiques, très littérature, Washington Irving, Sleepy Hollow, Rip Van Winkle, qui sont des récits que Tim Burton adapterait en fait. Sleepy Hollow c'est fait, mais pas Rip Van Winkle, ça viendra. Hollywood va se pencher là-dessus un jour ou un autre, avec Johnny Depp de préférence. Mais et eux, ils étaient plus gothiques, plus larges, plus ouverts que ce que je voyais à l'époque, dans les années 90, on était au moment où Jim Lee et tous les autres partaient et je m'y retrouvais pas beaucoup, en fait. À part The Max et quelques trucs comme ça, à part Dark Horse, je me retrouvais plus beaucoup. Mais par contre, je tombais dans Will Eisner, dans Bernie Wrightson, dans Torpedo, dans de la BD espagnole, italienne et surtout américaine, mais des années 40, 50, 60, 70, quoi. Voilà, en gros, la jungle ou la trip-hop me parlait moyen, mais par contre, je tombais dans le rock prog, Led Zeppelin, les trucs Pink Floyd, machin, voilà, Barry Smith, tout ça, ça me parlait énormément. Et je trouvais ça très compatible avec plein de types comme Bourgeon, Herman, ou au cinéma, Michael Mann, McTiernan, ou Eastwood, j'en reviens à lui, ou Jim Jarmusch, David Lynch. Pour moi, c'est très compatible, ces univers-là. Et c'était les pendants bande dessinée de ce que je trouvais au cinéma au début des années 90. On va rajouter Tarantino aussi, qui était quand même une grosse claque. J'avais menti sur mon âge pour aller voir Reservoir Dogs, où c'est arrivé près de chez vous. Et c'est ce contexte-là, en fait, d'époque, pour resituer un peu. C'est tout ça que tu partages avec des personnes comme Paul Giner, alors Ouais, parce qu'eux ont compris dès Tom et William, puis le blog des éditions Roy, que je menais en parallèle, parce que pour faire croire que c'est l'histoire, Tom et William, d'un gamin qui peut, un peu comme Aladdin et sa lampe magique, faire surgir non pas un génie, mais des personnages de BD un peu ringards et oubliés, vintage, quoi, tombés dans le domaine public. Et donc, comme je ne pouvais pas utiliser Flash Gordon, Prince Valiant, Batman et tous les autres pour des raisons de droit, une fois de plus, j'ai imaginé des personnages qui auraient été, comme Hakim était une sorte d'ersatz de Tarzan, comme plein de chevaliers, de gladiateurs, de toutes ces petites BD, en fait, copiaient le cinéma de genre des 30 Glorieuses. Péplum, western, chevalerie, espionnage, donc tous les sous le sein, ce qui s'appelait Face d'Ange, des OSS 117 qui étaient créés avant James Bond d'ailleurs. Les gens pensent souvent que c'est l'inverse, mais OSS 117 existait avant. Mais bref, moi j'ai fait SOS 117, c'était des trucs ridicules, quoi. Parce que souvent les petits formats étaient ridicules. J'ai fait une galerie de personnages clichés. Ce petit gamin dans ma première BD les appelait comme des génies. Et j'ai fait par la suite un autre bouquin qui exploitait tout le blog fictif que j'avais mis en ligne avant la parution du bouquin, pour faire croire que ces personnages existaient vraiment. Ils avaient vraiment été publiés par une maison d'édition fictive. Bretonne. C'est pour ça que les forums qui s'intéressaient au petit format se disaient « Mais tu connais ça, toi ?» « Bah non, moi je suis en Savoie. Mais c'était breton. Attends, c'est quel numéro ?»« Ah, j'en ai retrouvé. Il y a des numéros des années 70. » Et ils croyaient vraiment que c'est un mec qui scannait sa collection parce qu'il n'y avait rien sur Internet. Et ils disaient « C'est génial, il y a tout... » C'est comme si on connaissait un château dans lequel on vivait depuis longtemps. T'as fait croire à des gens... Enfin, t'as réussi à faire croire à des gens que les éditions Roy avaient vraiment existé. Ouais. Oui. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a un moment... C'est super fort, des gens... pour moi, c'est le vrai hommage, c'est ça. Je parlais d'OSS 117. Il ne s'agit pas d'arriver de se foutre de la gueule de James Bond. C'était 50 ans avant. C'était Sean Connery. C'était Ursula Andress.
Et c'est facile de faire le malin, d'arriver 50 ans après et de se mettre en position de rieur. Tandis que se dire, ah ouais, mais attends, c'est pas simple en fait. Les mecs à l'époque qui sortaient ces petites BD, ils gouachaient 30 couvertures par mois. C'était des prolos de la BD, dans le sens où ils étaient payés à la page, leur nom n'était pas dedans, et ils n'avaient aucun droit d'auteur. Donc c'est typiquement la définition du prolétaire. Un ouvrier payé à la pièce produite. Et c'était le cas. Et donc, je me suis dit, bah tiens, je vais mettre en ligne une couverture toutes les semaines, en plus de ma BD. Mais il fallait qu'elle sonne vraie. Quand je mettais le numéro 1 de janvier 54, il fallait que le 13 soit de janvier 55. Il fallait qu'il y ait le passage des anciens francs aux nouveaux francs. Il fallait que le logo change pour être un peu plus pop dans les années 70, etc. Donc, j'ai fait un truc qui fasse pas d'emblée parodie, en fait. Qui fasse pas Hakim avec une couille qui dépasse ou ce genre de truc qu'on a vu, un peu ringard, quoi. Et je voulais un truc, une vraie lettre d'amour sincère à ces trucs-là. Parce que personne parlait de ces BD-là. Moi, mon père connaît pas Blueberry. Par contre, Buck John, Kit Carson et tous ces petits trucs-là, il les a lus. Okay. Et comme moi, ma génération, c'était plutôt Strange, l'Araignée, les X-Men. La génération des agriculteurs, des ouvriers, des classes comme ça, ils lisaient ça. Et donc, je fais ces albums-là. Et dès le deuxième livre, Paul Giner a écrit que je crois un truc du genre, mine de rien, Laurent Lefebvre est en train de poser une nouvelle pierre à ce qui ressemble à des édifices les plus étranges et intéressants qui pourraient se passer. Et moi, je ne l'avais pas forcément calculé, voulu, pensé, mais au moment où il l'écrit, je me dis, mais il l'a compris avant moi, en fait. J'ai envie de faire un univers partagé. J'ai envie qu'il y ait ça chez nous. J'ai envie qu'à un moment, cette petite tour Lego que j'arrive, d'autres arrivent avec leur boîte de Lego, même si c'est du Lego Jurassic Park et que moi, c'est du Lego autre chose, mais qu'on peut agrandir le truc. Ce qui est le but à long terme, c'est que des gens comme Image, dans le meilleur de ce que ça peut être, en tout cas dans le côté univers partagé, parce que c'est pas forcément juste ce que je dis, mais qu'il puisse y avoir des rencontres réellement intéressantes, réellement de laisser un personnage grandir en disant ce personnage est compatible avec le entre guillemets monde que je crée de manière un peu plus crédible que Peter Parker va à Metropolis faire un reportage photo, tombe sur Clark Kent et ils se rencontrent. Un truc un peu moins bateau, mais c'est un peu ça l'idée, parce que c'est ça qui est kiffant. C'est de trouver une forme voilà, on connaît des gens dans la vie et puis on connaît des cousins qui nous font délirer et des fois on va les réunir à notre mariage ou une teuf et c'est génial de voir des gens qu'on connaît dans des domaines contextes très différents, les voir interagir ensemble parce que nous on les connaît d'ailleurs. Et c'est ça l'univers partagé. Voir Wolverine discuter le bout de gras à un moment, mais même pas forcément en tenue, ou avoir un échange sur leur mode de vie, ce qu'ils ont raté, tout ça m'intéresse d'être une petite souris comme ça. Et c'est un peu ça que j'ai voulu faire, que quelques journalistes ont vaguement compris et m'ont fortifié, renforcé en me disant ça y est, je savais pas trop où j'allais avec ce truc qui partait d'un magazine breton, que j'ai réussi à caser chez Delcourt, que je me fais plaisir ou que j'essaie de me légitimer en essayant d'aller trouver une table à la Comic-Con pour faire des dessins de tous les personnages qui soient des comics, sauf du mien, quasiment, presque pour m'excuser de pas bosser pour de vrai pour un comics, quoi. Il y a un peu de ça. Puis aussi parce que ça m'emmerde de dessiner 100 fois Foxboy, il faut dire. Ouais. Oui, tu varies un petit peu les plaisirs. Donc, passer ce premier temps, ensuite, tu as le deuxième qui sort. Donc, 2016. 2016, donc 2 ans. Mais là, par contre, après, c'est la série alors s'arrête. Du coup, on touche chez Delcourt. Dès la sortie du 1, c'est moi qui le vendais, en fait, le bouquin. C'est-à-dire que c'est mes déplacements partout, constants, qui font que le bouquin, au fil du temps, a un petit bouche à oreille, en fait. Parce que le premier mois, je crois j'appelle Thierry, on a dû en tirer 3500, je pense. Et puis il m'a dit, au bout d'un mois, on en a vendu 800. C'est très mauvais, quoi. Ça veut dire que le mois suivant, on va peut-être en vendre 100 et qu'après, c'est fini. Un livre, il existe 15 jours, en fait. Ouais. C'est la durée de vie d'un album BD qui sort de nulle part, qui n'est pas poussé, qui n'est pas dans une collection, qui n'appartient pas à un univers, qui n'est pas un tome d'un truc installé. Il dure 15 jours. Donc voilà, je ne suis pas dans le secret de ce qui s'est passé, mais je pense globalement qu'ils ont dû pilonner très logiquement une partie du tirage. Moi, je continuais à faire mes déplacements, mes dédicaces. Et il se trouve quand même un stock chez toi, alors non, je suis auteur, j'ai pas de livre, moi. Oui, c'est vrai. Ouais. Ah non. Et il se trouve que l'été d'après, ils me disent, on va le rééditer, on va en retirer 1500, il n'y a pas assez. Et moi, je pensais, je dis, tiens, on doit être à 5000 exemplaires. Mais en fait, non, parce que comme ils ont dû peut-être en détruire 1500 ou 2000 en se disant, ça a floppé, ce truc-là, évidemment.
un super-héros breton dans un marché déjà surchargé de propositions de licences en tout va. Moi, je lis pas un quart des trucs que je voudrais lire. Enfin, on en parlait tout à l'heure, tu me disais des trucs, le budget suit pas, le temps suit pas. Donc, pour moi, il y a l'idée qu'il faut convaincre dans la durée. Et mon atout, puisque j'ai des avantages, je suis pas américain, je suis pas dans une écurie, je ne reprends pas une licence. Si j'ai un atout, c'est que je suis passionné et que je suis en France. Et quelque part, moi, je peux me déplacer, rencontrer, venir partager, parce que je le fais très spontanément, parce que je ne joue pas ce rôle-là, quoi. C'est c'est mon truc, quoi. Et ben, au fil du temps, il y a eu un petit bouche à oreille, gentiment, on réimprime le 2, le premier tome, pardon, qui s'appelait La Nuit du Renard, les origines, quoi, en gros. Et puis on sort le 2. On me paye moins cher parce qu'on me dit que globalement, ça fonctionne quand même pas des masses. Et puis, j'arrive à décrocher en 2016 ou 2017 de publier dans le journal PIF, qui était le journal que je lisais gamin, qui vivait un de ces multiples retours fracassants, qui n'ont pas duré bien longtemps. Je ne sais pas, c'est peut-être à cause de moi. J'ai fait les 3 dernières couves, ça peut-être pas. Franchement, quand tu vois ce que c'est devenu, t'as bien fait d'être sur la version d'avant, quoi. Oui, l'autre, pour le coup, je ne serais pas allé. Bref, sujet suivant. Mais merci PIF, parce que PIF, à la différence d'un éditeur qui globalement signe un contrat, mais qui fait partager la paternité de la propriété d'un personnage, quoi. En gros, vous n'êtes pas chez Marvel, mais vous n'êtes pas chez Image Comics non plus. C'est un peu entre les deux. C'est-à-dire que, ce qui est normal, un éditeur qui vous signe, donc vous fait vivre plus ou moins bien, il est normal qu'il ait une volonté de retour sur investissement et donc d'un engagement de pouvoir continuer la série un certain nombre de temps. Mais il peut vous lâcher en arrêtant la série et vous ne pouvez pas partir aller voir ailleurs si vous n'êtes pas content. J'étais très content de travailler avec Thierry, mais je signe avec Guy Delcourt. Et Guy Delcourt, je ne lui parle pas, je ne le connais pas, il signe des centaines de livres et il se débrouille très bien. Mais je pense assez rapidement que Thierry, avec toute la bonne volonté et l'oreille et l'attention qu'il a, ne peut pas non plus faire des miracles, et que Foxboy n'était pas une série qui fonctionnait, et voilà, l'histoire est là. Qui allait juste pragmatiquement pas être soutenue, du coup, plus que ça. Moi, j'estime aussi que quand on sort, je sais pas, 400 bouquins par an, tu peux pas tous les accompagner, de toute façon, ça c'est certain. On peut pas tous les accompagner. C'est comme moi, des auteurs qui me disent souvent, mon bouquin n'a pas été mis en avant. Le truc, c'est que si on est 400 et qu'on est tous mis en avant, on a tous fait un pas en avant, je crois pas que c'est... Enfin, je comprends pas trop ça. Évidemment, il y a un moment où soit on y croit et on lance, et moi, j'ai vraiment aucun reproche à faire à Delcourt là-dessus. Je suis pas parti par dépit, c'est juste que il y avait plus grand-chose à attendre, ça fonctionnait pas beaucoup. Moi, j'avais envie de continuer. Par contre, vraiment envie. Grâce à PIF, j'ai pu continuer à produire des histoires. Ouais, t'as fait des cours d'histoire. Voilà, qui ont fait l'objet d'une republication chez Michael. Tout mon problème à moi a été de leur redonner une espèce de cohérence à une sorte de salade César de plein de petites choses différentes. Donc redonner un petit peu. Mais après tout, c'est ça les super-héros. Il y a des histoires de long cours, des cycles de long cours, mais il y a ce côté. N'importe qui doit pouvoir prendre un comics, rentrer dedans et le comprendre, comme disait Stan Lee, ce qui est très peu vrai aujourd'hui, de moins en moins. Mais il y a aussi ce côté que j'aimais beaucoup, comme en lisant un Raon gamin dans la même revue PIF, on puisse se dire, tiens, c'est pas grave de pas avoir lu comment il est devenu, on s'en fout, quoi, en fait, que Bruce Wayne, ses parents ont été tués, patati patata. Bon, on le voit agir, on le voit fonctionner en tant que détective, que justicier, d'avoir cette classe et ce truc, et qu'à la fin, il y a une forme de retour à la case départ, de résolution. Donc j'ai pris ça comme un exercice, j'ai fait quelques histoires, j'ai voulu faire un tome 3 chez Delcourt en compilant ça à des conditions qui étaient celles d'un contrat de creator owned. C'était compliqué, il aurait fallu que je sois payé l'équivalent de 2000 € pour faire un album, en gros, où je gardais non, mais pour parler un peu concrètement, voilà, pour qu'on comprenne de quoi on parle, l'équivalent d'un an de boulot. De scénar, de dessin, c'était pas trop acceptable quelque part. On en est un peu là. Donc voilà, Delcourt m'a largement facilité les choses en me rendant les droits de mon personnage. C'était très élégant. Ils n'étaient pas obligés. Par contrat, ils n'étaient pas obligés. Ils l'ont fait. Donc merci Thierry, parce que je sais que j'ai quelqu'un qui s'en vantera pas, mais bon, je connais le bonhomme. Et l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait après ? Et on arrive à un moment où j'ai des histoires neuves produites par PIF. J'ai pas forcément de quoi faire un album très cohérent.
J'ai ce Michael Jérôme qui monte son drôle de truc où il demande aux gens d'aider à financer des bouquins et que je le connaissais par Kirby Enemy, mais je regardais ça avec un peu de hauteur, comme beaucoup d'auteurs, en se disant l'idée de faire la manche et tout ça, mais j'ai changé d'avis maintenant. Je pars du principe qu'en fait, si des gens, des lecteurs ne nous achètent pas, que ce soit par souscription ou en librairie, on n'est plus auteur en fait. Donc, au contraire, j'ai fini même par trouver une espèce de noblesse de s'en remettre complètement au pouce levé ou baissé, non pas d'un sénateur dans un bureau d'édition à Paris, mais aux gens. Et de leur expliquer, dans une horizontalité complète, et y compris accepter qu'ils disent non. Non, ça le fait pas. C'est le risque du truc, et que ça se fasse devant tout le monde, en fait. Et ben, j'ai vu une occasion de faire ce que je sais faire, en fait. De dire, j'ai envie de faire ça. J'ai besoin de vous. Je vais mouiller la chemise, c'est un peu un match. J'ai besoin que vous me supportiez. Tout seul, je peux enlever le maillot et faire la saga Africa. Si vous m'aidez pas, je vais pas gagner la Coupe Davis, quoi. Je vais rien faire. On a besoin de ça au minimum, voilà. Et puis, j'ai fini par trouver ça chouette. On se complète assez bien avec Mickaël. Il sait faire ce que je ne fais pas et je fais ce qu'il ne fait pas. Donc, on se complète. Tout seul, je pourrais pas faire ça. C'est trop de boulot, c'est trop compliqué. C'est pas un métier, c'est des métiers. Et déjà, moi, je pense que je fais des métiers en faisant le mien. Il n'y a pas que écrire, il n'y a pas que dessiner, il y en a d'autres. Et c'est ça qui m'éclate, quoi. C'est vraiment ce côté Will Eisner, en fait. Voilà, une fois de plus, le côté s'intéresser à la fabrication, au papier, à la mise en place, de ne pas être sur Amazon, de fabriquer en France, de réfléchir à des trucs comme ça, m'intéresse. Que le fond rejoigne la forme. Que les concepts moraux des super-héros ne soient pas qu'une façade dans un livre et qu'ils ne soient pas les conditions dans lesquelles c'est fait. Que les valeurs défendues par Anno Santi ou d'autres, ou Bill Mantlo ou je ne sais quel autre, ne soient pas celles appliquées dans la boîte pour lesquelles ils ont donné leurs meilleures histoires, m'emmerde. C'est le côté Jérôme Cahuzac, quoi. Ouais. Voilà, et je me dis, et si on essayait de faire notre... Alors maintenant je le dis, c'est ridicule, mais à l'époque je disais à Mickaël, je voudrais un Image Comics à la française. À la française. On n'est pas des stars, on n'est pas Jim Lee, on n'est pas Rob Liefeld et tout ça. Bien que le côté... C'est bien de pas être Rob Liefeld aussi. Hein. Ouais, mais moi c'est pas le plus désagréable. Il y a un plaisir à regarder du Rob Liefeld. Moi, je lis beaucoup les articles de Corentin récemment et même tout le second degré qu'il est capable de mettre dedans. Chaque fois qu'on relance, je m'en délecte parce que c'est comme se gratter une verrue ou une plaie ou une croûte. Tu vois, il y a plus désagréable à regarder que le nouveau Rob Liefeld, surtout quand il est au scénario en plus. Et bref, mais assumons le côté Rob Liefeld quelque part. C'est du comics. Donc, il y aura forcément une part de... On a 12 ans d'âge mental, même si on en a 40 passés. Ouais. Assumons ça. On n'est pas là pour forcément nous vendre... j'adore Étienne Davodo, hein, il fait partie du comité aussi, j'adore ses bouquins, tout ça. Mais l'idée de passer par un personnage pour traiter un peu en filigrane de thèmes un peu plus lointains, mais qu'au premier lieu, il y a quand même les costumes, les pouvoirs, la double identité, et puis la pleine page qui claque avec le nom Foxboy écrit dans le ciel, dans les bâtiments, pour juste se la jouer comme John Byrne qui imitait Will Eisner ou Daredevil qui imitait Will Eisner aussi. Tout le monde imite Will Eisner. Et moi aussi. Et ouais, ça c'est le plaisir, quoi. C'est le Vincent Delerme, c'est bien sur Inter, mais moi je veux du gros riff de guitare, un truc qui pète, et je veux me danser dans mon atelier comme je fais de temps en temps, parce que personne me regarde, quoi. Et le comics pour moi c'est ça. Sauf que maintenant on va venir te regarder. Ouais, tu vas être sur Twitch et tout. J'ai tourné la webcam vers le mur. On va faire ça. Pas le faire pirate. Donc t'avais quand même ce projet de. Par contre, t'avais un dilemme du coup, c'est que tu voulais continuer Foxboy, mais dans une nouvelle maison d'édition, et donc dans cette nouvelle maison forcément tu repars un petit peu à zéro quelque part, donc avec un choix déjà de compiler les histoires que tu avais publiées dans PIF dans ce nouveau tome 1, mais qui est techniquement le 3e tome à sortir, et vient ensuite donc le projet de dire en fait je vais faire un cycle des origines où le premier tome techniquement enfin c'est un tome 1 même si c'est le tome 3 dans l'ordre chronologique. Son nom, 3e souffle. Voilà, 3e souffle, voilà, mais tu joues toujours sur le titre, et de faire ensuite donc des rééditions, mais même plus que ça, des remasterisations techniquement de tes 2 albums chez Delcourt pour les reproposer à la fois dans un nouvel écrin techniquement, dans un format plus grand, en retravaillant les couleurs, en retravaillant tes cases aussi, en ajoutant de l'histoire même, et donc voilà, pour en fait faire complètement en fait une nouvelle porte d'entrée quelque part, mais même une version définitive peut-être du premier passage chez Delcourt qui n'était pas forcément qui n'était pas concluant. Là tu repars vraiment sur
sur un tout autre truc. Ce qui veut dire par contre que pour les gens comme moi qui te suivent depuis 2014, on doit encore attendre le tome 4 pour vraiment être sur du full 100% inédit, pour vraiment repartir à l'aventure. Mais du coup, comment ça s'est fait, notamment avec cette remasterisation? Parce que le tome 3e souffle sort, c'est une compilation de courtes histoires. Alors voilà, qui étaient déjà ça, publiées. le premier truc qu'on a édité avec Mickaël officiellement, Foxboy, est sorti 10 jours avant le premier confinement. Donc oui, ça aurait pu être pire, super, ça aurait pu être 10 jours après. Ouais, mais il ne sera pas sorti là du coup. Enfin, il sera sorti 2 mois après. On s'était vu à Angoulême, janvier 2020. Il était tout frais, tout neuf, mais il n'était pas encore en librairie. Il était un mois après en librairie, genre le 28 février. Et puis c'était le 16 mars, je crois, de mémoire qu'on est rentré en confinement. 16-17, ouais. Mais je crois, et en plus, je pense que ta dédicace, c'est peut-être la dernière que j'ai eue en fait avant le confinement. Du coup, ouais, je sais plus où parce que j'étais venu te voir le dimanche d'Angoulême. Donc, ouais, puis après j'ai fait quelques dates. J'étais à Paris, j'ai fait quelques déplacements encore. Et en fait, je voulais pas que le Foxboy chez Comics Initiative soit du Delcourt du pauvre. C'est-à-dire une espèce de tome 3 fait chez un petit éditeur parce que j'avais pas réussi à continuer dans l'équipe nationale, en fait, en D1. Je voulais pas ça. Ni pour moi, ni pour les lecteurs, ni pour la série. Pour moi, c'était un faux départ, clairement. D'où l'idée un peu de 3e souffle, à tous fait au triple saut, au 3e élan, quoi. Un pas pour donner de l'élan, un 2e, et au 3e, on décolle. D'où le nom 3e souffle. Il y a souvent plusieurs sens, plusieurs sens, quoi. Mais donc, les histoires de pif étaient idéales comme ça. Et puis, c'est aussi un truc classique que quand on achète du super-héros, on n'a pas forcément toujours les origines, et ça fait partie du truc de dire, ouais, je l'ai lu, j'aimerais en savoir plus dessus, et de pas avoir d'emblée puis des fois il faut un peu se le cogner dans les films. On est là, on attend un peu que il y a les révélations, les pouvoirs, l'idée de faire un costume. C'est tellement tarte à la crème ce truc-là que ça en finit. Bon voilà, c'est un peu chiant, c'est trop balisé, quoi. Moi, je veux vraiment très envie que ce soit un tome 1, que les autres on les réutiliserait un moment à un autre. Mais c'était très pratique d'avoir l'équivalent de 200 planches BD couleurs prêtes. Et donc c'est là où je vais revenir toujours à Will Eisner, être pragmatique, homme d'affaires. De se dire réutilisons ça va faire aider à avoir des livres en librairie, parce que Foxboy n'est plus en librairie, il n'y a plus qu'un tome. Moi j'ai envie d'avoir plusieurs tomes, et donc je me dis je vais être malin, je vais faire mes albums vite fait, les ressortir vite fait, sauf que arrive l'artiste en moi, le Pierrot la Lune, le rêveur, le fan, et lui dit ouais mais en fait alors déjà le format était un peu plus en hauteur, plus grand, parce que j'étais un peu frustré de ce format un peu cheap qui met pas toujours en valeur le boulot. L'espace, les planches, moi je trouve que c'est un format idéal. C'était trop petit. Moi je trouvais. Ça faisait vraiment par rapport au boulot que j'avais fait, puis ces marges qui viennent taper en haut, en bas. Voilà. Les bouquins de Thierry étaient hyper bien faits et tout. Je me répéterai toujours, c'est vraiment moi. Puis mon dessin était pas terrible. La fin avait été fait rapidement. J'avais plein de trucs qui me plaisaient pas. Et puis 7 ans avaient passé aussi. Donc l'œil change, et puis les idées changent, et puis on se dit ça j'ai raté, ça je l'ai mal amené, il manque des respirations, donc on finit par revoir une recette qu'on a. C'est comme un premier jet, quoi. Pour moi cet album, comme beaucoup d'albums aujourd'hui, pour cause de moyens, puisqu'on est mal payé, on doit faire vite nos pages, puisqu'on est payé à un album complet, pas à la page. Donc on va vite, mais comme on fait vite et bien, ça n'existe pas. Il y a un moment, la qualité s'en ressent, et puis voilà, c'est une chaîne sans fin. Et moi je voulais casser cette espèce de cycle de toujours suivre une mécanique dans laquelle on est quasiment condamné à être plus efficace pour faire moins bien et à moins avoir le temps de rêver nos personnages, nos histoires et de les construire. Et parce que quand tu rêves gamin de faire ça, c'est pas en te disant que tu seras un adulte fatigué de se coucher tard parce qu'il fait un truc comme un boulot à la con. Je crois pas que je pourrais faire un truc bien comme ça. Donc bref, on a refait ce tome 1, il est sorti en 2020. On a fait une autre campagne Ulule qui a très bien fonctionné pour lancer en même temps les 2 et 3. Mais tout de suite, on a conditionné de faire l'un après l'autre. Je voulais valider l'album 3 une fois qu'on ait l'album 2 tel que je le voulais. Au même format que le 1 qu'on avait relancé, plus grand, plus de pages. Et la restauration de l'album qui allait prendre quelques mois. Ce que je ne savais pas, c'est que j'avais envie de changer la police de caractère qui était un peu cartoon, de revoir des couleurs, et que les idées arrivent, et que je me dis, oui, mais déjà, c'était un récit où c'était pas chronologique, il faut changer tout l'ordre des pages. J'en ai rajouté 56 au final. Et il y a toute une séquence qui est complètement inédite. Qui devait arriver beaucoup plus tard. Qui était moi je voulais un moment, j'ai toujours imaginé, tiens, ce serait chouette qu'une histoire de voyage dans le temps soit prévue
avant qu'on ait mis en place la raison du voyage dans le temps. C'est-à-dire, après 50 ans de Spider-Man, on aimerait qu'il revienne dans un épisode fait il y a 50 ans. Mais pour ça, il aurait fallu que Ditko et Stanley y pensent il y a 50 ans. Donc, ils posent un truc du planting, comme disait Van Hamme en parlant de Van Damme, de sa série Torgal, pardon. Jean Van Hamme faisait du planting. Cléris Claremont a fait ça très longtemps. Il posait des histoires qui amenaient le cycle du Club des damnés avec Phoenix avant qu'elle pète les plombs et que voilà, dans la grande époque du début, de fin des années 70, début des années 80, il posait des éléments. Et on avait cette frustration de voir que ça ne sortait pas du chapeau, 2, qu'il y avait une cohérence, et 3, à chaque fois que quelque chose semblait se terminer bien, qu'un orage s'était éloigné, le suivant n'allait jamais être très loin. Et peut-être que des gens allaient rester sur le carreau. C'est l'époque où je croyais encore un peu connement que quand les super-héros mouraient, ils étaient morts en fait. Mais voilà, ça a pas mal changé. Tous les X-Men sont morts 12 fois, je pense. Ouais. C'est les Walking Dead de maintenant. Il n'y a plus que Marvel qui est resté encore mort. Ouais. Warlock aussi. Adam Warlock, à part celui d'une version alternative avec Starlin Davis. Ouais. Ouais. Bon, voilà. Et je sais pas où j'en étais. Sur les X-Men qui mouraient, mais disons que tu... Bah attends, j'ai aussi perdu le film, non? Par rapport à la restauration, que tu voulais mettre une histoire de voyage dans le temps avant même qu'on ait compris qu'il y avait du voyage dans le temps. Et j'avais fait cette histoire-là, une histoire donc, qui se passait dans un laboratoire non loin d'ici, à 4-5 km d'où on est là actuellement, à vol d'oiseau. D'ailleurs, on m'a dit il n'y a pas longtemps qu'il y a un laboratoire, qu'il y a une lutte pour une société qui pollue. Donc j'ai rencontré des gens, un collectif, c'est marrant. Dans un autre milieu que la BD, j'ai rencontré des gens qui connaissent le livre, qui me l'ont dit, mais tiens, c'est marrant, tu t'es inspiré de ça. Je dis, ben non, pas du tout. Je n'étais pas au courant. Et comme quoi, on a l'impression de faire des trucs clichés. La Bretagne, les algues vertes, l'ammoniac, le machin. Il suffit de lire le bouquin Les algues vertes, d'ailleurs, chez Delcourt. C'est vraiment édifiant, cette enquête reportage-là. Et en fait, tu te rends compte que tu n'es jamais très loin de la réalité. C'est ça, pas tant que ça, pas sur cet aspect-là de Foxboy en tout cas. Oui, parce que sur le voyage dans le temps, par contre, on n'y est pas encore. Et moi, dans ma BD en 2011, à un moment, mon personnage rentre dans le labo la nuit, il n'a pas encore ses pouvoirs, il a encore une espèce de sac Leclerc sur la tête, une tenue qu'il trouve dans le laboratoire en question. Et ce qu'il guide dans le laboratoire pour savoir vers où chercher, c'est une lueur verte. Il dit, tiens, il y a une lueur verte, comment ça se fait? Et elle n'a aucune raison d'être là dans le scénario. Et en fait, je l'ai trouvé l'an dernier en faisant ma BD. C'est que le moment où il est en voyage dans le passé avec son personnage pour réparer une erreur du passé, en gros Marty McFly et le Doc qui repartent en 55 pour réparer une erreur du premier film Retour vers le futur, j'avais posé un élément et j'ai trouvé qu'on l'utilisait là. C'est le moment où là, avec ces espèces de... Mais c'était pas conscient à l'époque. Alors, j'ai posé le truc pour utiliser un truc dans le passé. Quel truc? Pourquoi une lueur verte? Je n'en savais rien. Je savais juste que je l'avais posé pour poser, un peu comme quand on fait de l'escalade et qu'on plante un truc en se disant si je prends telle voie, qui est un peu difficile, je pose déjà un truc pour accrocher ma ligne. Et c'est ce que je fais régulièrement. Parce que j'ai des idées, j'ai pas tout, mais je m'envoie des messages dans le temps. En me disant, je t'ai posé des trucs là. Möbius faisait ça. Quand il avait 5 ans, il écrivait des lettres à celui qui serait à 30 et à 60. Quand il a eu 30, il a répondu à la fois au gamin de 5 ans qu'il était, et tout en ayant un dialogue avec un celui de 60 et un de 80. Et il a continué jusqu'à sa mort, en fait, en 2012. Quoi. Et toute proportion gardée, je fais beaucoup de trucs comme ça parce que j'adore ça, en fait. Quand ça marche bien, ça doit être anticipé. D'accord. C'est pas parce que c'est anticipé que ça marche, mais pour que ce soit vraiment bien, il faut réellement que ça sorte pas du chapeau. Enfin, pour moi, faut vraiment que tu l'aies fait, clairement. Tu l'aies fait avant. Et là, avec Mickaël, c'est cool, c'est que je suis en train des trucs s'accélèrent beaucoup plus vite, donc avec ce nouveau tome, et aussi dans le tome 3. Même beaucoup plus dans le 3 d'ailleurs. J'ai un peu hâte dès que je finis mon épisode de l'Homme Léopard là, puisque voilà, maintenant je l'ai dit, je fais ça aussi un petit peu par intermittence. Je boucle Foxboy 3. Et du coup, c'était pas trop compliqué alors de revenir là-dessus. Enfin, moi, je suis vraiment soufflé pour le coup sur la façon que tu as de transformer le processus de réédition, puisque sans vous dévoiler tout ce qui se passe, mais grosso modo, voilà, en fait, Foxboy va regarder, en fait, va contempler les événements du premier tome
tel qu'il Oui, était c'est ça. publié Comme si on ouvrait un album 2014. photo. Ouais, c'est ça. Mais il y a vraiment une histoire parallèle que tu as réussi à implémenter dedans, qui parle de voyage dans le temps. Et qui courra sur les 2 tomes, parce que pour le coup, ce voyage-là, effectivement, ouais. C'est pour ça que du coup, ta nuit du renard est une nuit trafiquée et que c'était angle mort devient angle dérivé aussi. Voilà, donc quand on est un peu scientifique, on sait bien que ça n'a aucun sens, un angle dérivé. Mais bon, on va dire que c'est une licence poétique, comme on dit dans ces cas-là. Mais parce que je trouvais que ça méritait, déjà aussi, en termes pratiques, le nombre de libraires qui disent « Oh non, Foxboy, c'est pas disponible », le nombre de gens qui me disent « Ah ben c'est plus dispo » parce qu'ils tapent Foxboy, ils voient épuisé, ils vont pas chercher plus loin. Ou qui veulent pas commander, ou qui pensent qu'Amazon gagne pas assez de sous, j'en sais rien, je sais pas. Mais donc, changer le titre aide aussi à se distinguer de la première mouture Made in Delcourt, qui est lentement destinée à être oubliée et plus exister du tout, parce que moi j'ai vraiment envie d'en faire 7, 8, 10, 12. Pour moi c'est Tintin. Les lecteurs de franco-belge, je dis ce sera un cycle en 3 ou en 4 tomes, c'est fini pour eux. Après je passerai à autre chose. Et là c'est vraiment l'ADN américain. Je dis ben non, moi j'ai créé mon petit Daredevil à moi, sauce beurre salé. J'ai plein de trucs à dire avec ça. Des épisodes d'Halloween, des épisodes où c'est même pas lui qui est dedans. Peut-être que d'autres personnages vont... Enfin, on peut tout faire avec les comics. C'est ça que j'aime bien. Puis t'as le roi qui veille, quoi, dans le coin. Il y a le roi qui veille. J'ai hâte d'accélérer. Puis c'est peut-être un peu aussi à la X-Files. J'adorais cette série parce que ça mélangeait des épisodes qui récompensaient les vrais fans dont j'étais, en remontrant des personnages qu'on avait vus avant, en continuant des thématiques de le grand complot. Sans savoir que ce serait une telle mode et que ça déborderait de nos jours. Le grand complot sur l'invasion, les extraterrestres, la zone 51, Roswell, etc., qui alternaient ce qu'ils appelaient des loonies, des épisodes complètement où ils allaient voir en Oklahoma, dans une grange, des dégénérés qui créent des monstres en copulant les uns avec les autres, et c'était Elephant Man en salopette. Et j'adorais passer du vampire du Michigan au loup-garou de la Louisiane et l'homme sensu dans les tuyaux, là, Eugene Toombs ou machin, avec une reprise constante d'un aspect beaucoup plus méta. Et Foxboy, j'ai vraiment très envie de continuer avec ce côté très ancré dans l'hyper local, avec ce truc qu'il dépasse complètement et qui est sa réelle raison d'être, ce qu'il comprend pas encore. Lui, il est juste content, il kiffe, quoi. Il a des pouvoirs, il s'amuse, il y a pas Magneto, ni Fatalis, ni Thanos dans son monde, donc il se dit c'est cool. Sauf qu'il y a d'autres problèmes qui sont les nôtres, en fait. La démographie, la consommation de la viande, la réduction de la forêt amazonienne, le thème de la migration est effleuré. La pollution de la mer localement. Ouais, voilà, plein de trucs sont effleurés. Alors, je suis sur un fil, j'essaie de pas emmerder les gens et de pas être cliché. Si tu emmerdes les gens en ressortant des infos, ça fait un peu moral, BD qui veut être intelligente. Et si tu fais trop cliché, ça passe à côté. Je pense toujours au gamin de 12 ans qui doit pouvoir lire ça et se dire « Tiens, c'est fou, est-ce que je trouve encore ce truc-là » et qui parle aussi de mon pays chez Marvel. Est-ce qu'on va parler de... qu'est-ce qu'on verra ? Par exemple, sa copine est enceinte et elle va avorter. Mais est-ce qu'on va voir ça chez Marvel ? C'est quand même clivant comme sujet. Ça, c'est un sujet qui est pas facile à aborder. Et donc, est-ce que j'arrive aussi frontalement et cliché que ça ? Mais c'est intéressant. Parce que je sais que DC et Marvel le feront pas non plus, donc, ou le feront plus, parce que je pense qu'à une époque, on pouvait l'aborder un peu de manière détournée, de manière où en grugeant un petit peu, mais aujourd'hui c'est pas possible. C'est scruté à la loupe, c'est touchy. C'est pas qu'il n'y a pas le droit de le faire. De toute façon, les héros ont pas de relations sexuelles, donc ils peuvent pas tomber enceintes. Mais même moi, je suis vraiment, quand je parlais de Tess Bechdel, d'ailleurs j'ai une séquence en tête justement là-dessus pour bien me taper sur mes propres doigts aussi. J'ai une petite séquence qui m'est venue il y a pas longtemps en regardant The Detectorist, ma série préférée anglaise, que j'ai avec le mec qui joue Arnim Zola dans les Marvel, un petit avec une tête improbable. Bon bref, voilà. Okay. Detectorist, c'était jusqu'à aujourd'hui en replay sur Arte, aujourd'hui 28 octobre. Ça disparaît et c'est la grande révélation, c'est cette série-là. Des détecteurs de métaux anglais qui vont au pub après. C'est génial. et c'est dire, en fait, tout ça m'inspire. On va de l'homme léopard du petit format, on va d'auteurs comme François Bourgeon sur ses BD médiévales ou sur les négriers au XVIIIe siècle, ou cette série anglaise où tu as 2 types dans un pub qui passent 3 saisons dans un seul champ. Tout ça, à un moment ou à un autre, ou Esprit de la Terre, Spider-Man en Écosse, m'inspire autant que Frank Miller, ou même si j'adore et c'est constitutif. En fait, je pense que chacun, suivant d'où il vient,
peut voir les trucs les fans de comics voient le rapport au Bronze Age, parce que c'est quand même globalement ça. J'essaie de créer un décalage graphique. Quand mon personnage voyage du futur, il y a un côté beaucoup plus fin, plus quietly. Là, c'est vraiment cette veine plus fine, avec des parties pris graphiques de couleurs pour vraiment marquer une césure entre les voyageurs du temps et le passé qui est contemplé. Comme si eux-mêmes allaient dans une BD un peu vintage. D'ailleurs, il y a une apparition de points, de Trambendey, quand ils franchissent le rideau. Il y a des espèces d'effets de comics ou comme s'ils rentraient dans une page ou franchissaient le cadre formé par les bandes blanches qui en serrent un dessin. Il y a un peu tous ces trucs-là qui sont, sans vouloir trop raconter l'histoire, quoi. Ouais, parce que t'as travaillé aussi sur la mise en scène, du coup. Parce que ça repart de tous les trucs que je mets en place depuis super longtemps et que je ne peux que mettre une brique après une autre, qui est un album, et c'est vrai que c'est long et je suis tout seul, quoi. Marvel, ils ont 80 ans d'histoire et ils sont 3000 à y avoir bossé, donc moi je suis tout seul, quoi. Donc je fais ce que je peux. Donc pour l'avenir, le tome 3 donc, se chargera de conclure ce cycle des origines. Donc tu vas prendre exactement le même procédé que tu as fait pour le tome 2, c'est-à-dire aussi c'est un remaster et ça va aller beaucoup plus vite, ceci dit. Il est beaucoup plus sur les rails et pour moi il est déjà beaucoup plus au point. Le 1 demandait beaucoup plus de boulot. Leur voyage dans le temps est justifié par une étape qui est déjà produite dans La Nuit du Renard, donc c'est l'album là qui vient de sortir. Le tome 2, c'est pas toujours clair, hein. Niveau chronologie, je concède. Et donc le voyage retour, quasiment pour le tome 3, la fin de la boucle sera beaucoup plus rapide. Sera beaucoup plus rapide. Il aura pour but de rendre plus digeste un récit, un tome ex-Angle Mort que par plein d'aspects, je trouvais assez indigeste, assez lourd, assez compliqué. Il partait très loin dans la deuxième moitié. Ça partait loin et le but, c'est de mettre un peu d'île flottante après le triple couscous qu'était le récit en l'état, quoi. D'accord. Et donc après, alors ? Après, c'est Fox et Paul. Il y a un spin-off qui est en route de deux personnages que j'ai que t'avais débloqué dans une campagne de financement. Exact. La même ta reprise de Calvin et Hobbes là. Oui, entre autres, oui. Oui, je le vois un peu comme les délires d'Arthur Adams avec les X-Babies, les New Mutants, quand on partait dans des petits mondes un peu pause, vacances. Les X-Babies étant le moyen pour Claremont de se foutre un peu de la gueule de Marvel et des objets commerciaux qui étaient devenus ses propres créations en faisant des pluches et en décrivant Marvel comme Mojo, l'espèce de grand décérébré qui ressemble un peu aux humains sans colonne vertébrale qu'on voit dans Wall-E dans l'espace. Enfin, c'est vraiment ça, quoi. C'est nous, en fait. C'est quitte ton canapé... cours, sort, les mondes parallèles, c'est dans les BD. La réalité, il n'y en a qu'une, c'est sur elle qu'il faut agir, en fait. Toujours rappeler qu'à un moment, c'est de la BD et que le personnage nous le dit lui-même, en fait. Fox et Paul, il y a un truc très récréatif. Mais t'avais pas fait une planche Fox et Paul dans Troisième Souffle, justement ? Où tu l'avais présenté, parce que tu avais présenté une planche concept de Fox et de Paul et Fox. Ils apparaissent depuis Tom et William, en fait, Fox et Paul. Ah ouais, mais du coup, ils apparaissent pas depuis Tom et 2010, William, si on regarde bien. Okay. Depuis 2010, il y a le renard. Depuis 2010, il y a Foxboy dans une case, dans un endroit, sur un mur accroché du scénariste qui a tout inventé. C'est depuis 10 ans, en fait, je suis sûr que dans ton sous-sol, tu dois avoir un truc avec des fils rouges et machin. Avec des fils reliés. Et ben même pas, en fait. Je note presque rien. C'est dans ta tête, je me dis que alors. si une idée est bonne, elle doit rester. Parce qu'on a tous eu des trips géniaux en ayant fumé 2 pétards de bœuf, en se disant c'est génial, et le lendemain on y repense, on se dit c'est nul. Donc je me dis, je note pas, si c'est vraiment bien, ça reviendra. D'accord. J'évite de noter. Et donc... j'ai quelques trucs de post-it de temps en temps où vraiment au moment concret, j'ai des post-it jaunes pour les émotions, roses pour les lieux. Enfin, j'ai vu Van Refn faire ça pour Drive, pour des films pensés comme ça et par post-it. Et quand je faisais du storyboard aussi, on fonctionnait par post-it. Et c'est assez utile pour faire du tri dans les idées. Mais donc Fox et Paul, ce spin-off-là, que j'espère va aller vite, parce que normalement, ça va être une récréation graphique qui devrait couler bien, qui a moins d'enjeux compliqués que Foxboy. Tu veux le faire en dur aussi ou en souple Non, en dur aussi. Oui, il est validé comme ça déjà, avec les lecteurs. Et puis Foxboy 4, 5, 6. Et là, ça y est, on arrive vraiment enfin dans l'inédit complet. Dans le dur, on a remis les meubles en place, on a refait des fondations et on met des murs et on monte des étages, quoi. Ok, mortel. T'as une idée déjà de quand pourrait sortir le 4 ? Non, aucune. Franchement, je me suis plusieurs fois lancé là-dedans.
Et puis je me plante. Et puis comme j'avais dit à la campagne, les colis. Parce que de toute façon, il y aura une campagne pour le cas du corps. J'imagine que ce sera toujours chez Comics Initiative. Et complètement aux gens. Ouais. Pour le moment, j'attends de voir les réactions des gens parce que on passe beaucoup de temps dessus. Ce qui était intéressant, c'est que j'ai fait mon personnage revenir sur son propre passé. Mais ce faisant, moi aussi, j'ai fait un voyage dans le passé. C'est-à-dire, j'ai fait le voyage de ce que moi, je faisais il y a 7 ans. J'ai eu mon regard d'aujourd'hui. Foxboy qui regarde celui du passé, c'est moi qui me regarde faire. Ça, c'était pas trop dur? T'as pas été toi-même trop sévère avec toi-même? C'est assez bienveillant parce que une fois, je parlais de Peter Parker où tout à l'heure on parlait, où je disais que j'ai entendu dire, je l'ai pas lu, peut-être que c'est faux, mais dans le dernier, les différentes vies de Spider-Man, là, ce bouquin qui a cartonné. Life Story, tu veux dire, l'histoire d'une vie, où on raconte un peu, ou alors c'est peut-être pas dans celui-là qu'on a remplacé le microscope de Tonton Ben par un smartphone qu'il offre à Peter Parker, pour moi, est un non-sens. Dans ce même sens, je n'ai pas changé les meubles. Je n'ai pas changé le personnage. Il est toujours fringué un peu bizarrement. C'est pas beaucoup mieux dessiné que ça l'était. J'ai essayé de rendre les dialogues plus souples, d'enlever des blablas aussi, quand des fois le dessin, le visage dit très bien, de le rendre un peu plus sexy, moins constipé, moins coincé, en fait. C'était surtout le but. Pas de faire croire ou d'effacer un boulot mal fait pour le remplacer, ni vu ni connu. Il garde ses défauts aussi, mais je pense que ses défauts sont mieux encadrés. C'est peut-être ça le but. Et qu'il y a de la bienveillance. Même mon personnage le regarde en disant « Putain, j'étais con quand même ». Enfin, il y a ce côté-là de se voir lui-même. Comme moi, j'ai filmé un copain alcoolique, un copain d'enfance, il y a longtemps, à une fête en 2006, il y a 15 ans. Je l'ai filmé et je lui ai montré le lendemain la vidéo. Et il a arrêté de boire, longtemps. Il a rechuté après, c'est une autre histoire, c'est un autre truc. Mais se revoir, voir le regard des gens, voir le regard des nanas qui font des yeux, qui font demi-tour, il s'était jamais rendu compte. Et ça faisait déjà 15 ans qu'il buvait beaucoup. Et c'est très bizarre de se revoir. Moi, j'ai beaucoup réfléchi à ce truc-là, de se revoir et se rendre compte. Et comme moi, on a pu repenser à des moments, est-ce que j'ai été bien? Est-ce que j'ai été un mec cool comme je pense l'être? Quelle image j'ai de moi? J'ai même relu des devoirs de philo, il y a quelques jours, retrouvés chez mes parents. Et je croyais que j'étais plus intelligent que j'étais. Je crois que j'étais moins con. Je croyais des trucs différents et j'avais déjà en germe plein de trucs que j'ai renforcés aussi. Donc, c'est un peu ça l'intérêt. Donc pour moi, c'est pas seulement de comment un ado devient super-héros, c'est comment on se regarde quand on voyage dans le passé. C'est ce que j'ai fait en tant qu'auteur et c'est ce que j'invite les lecteurs à faire, anciens comme nouveaux en fait. Essayez de trouver un bouquin que si des gens avaient déjà le Delcourt en disant « bah merde, j'avais une dédicace, tu m'obliges à racheter, le format est plus grand », qu'au moins ils se disent « finalement, j'aurais pas cru, mais il y a peut-être réellement un intérêt à l'avoir repris. » Ne serait-ce que pour voir le truc ou comme certains qui ont un director's cut d'un truc, d'un machin. C'est peut-être ma manière de m'amender, d'être gêné, d'avoir l'impression d'avoir fait remettre un peu des gens repasser à la caisse. Parce que c'est aussi le but, il ne faut pas se cacher. Moi, faut que tu en vives aussi, oui. J'ai besoin que le bouquin soit bon, ce qui n'était pas forcément le cas en l'état, pas aussi bien que ça devait l'être. Et que... Voilà, le rêveur et le pragmatique. Je pense qu'on a ouvert là-dessus. Je pense qu'on n'est pas loin de fermer. Mais tout à fait. Un peu ça l'idée. On est en train de fermer. De toute façon, on rappellera du coup que ce Foxboy tome 2 est disponible dorénavant aux éditions Comics Initiative. Le tome 3 donc arrivera en janvier prochain, en janvier 2022, on va dire je crois, au printemps 2022 pour voir large. Ouais. Et donc, à titre personnel, moi, je vous encourage juste à découvrir cette série que je trouve assez mortelle et c'est quand même assez fascinant, d'avoir pu retracer ce destin quand même pas commun, donc avec cette première édition et cette nouvelle réédition, remasterisation et donc des futures aventures à vivre et qu'on verra se dérouler en temps réel puisqu'elles ne sont pas encore faites à l'heure où on enregistre ce podcast. Enfin, elles sont sûrement dans ta tête, mais elles ne sont pas encore mais là aussi, c'est un terrain mouvant. Voilà, donc merci beaucoup Laurent Lefebvre d'avoir été avec nous dans ce podcast. Merci. J'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours dans l'espace commentaires sur le site et sur les réseaux sociaux. Et surtout, n'oubliez pas, les Super Friends, c'est précieux, on les aime beaucoup. Donc si vous appréciez ce travail que l'on fait avec First Print, on vous encourage à partager ces podcasts à la fois pour faire découvrir et soutenir le podcast, mais aussi pour faire découvrir le travail et le soutenir le travail de Laurent et donc de Foxboy. Merci encore de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt pour les prochains podcasts. Salut!